sociales, mais je vous parlerai aussi de psychologie, on parlera de sociologie, de politique, de religion même. Donc vous verrez que c'est ça qui, moi, me passionne avec ces croyances aux théories du complot, c'est que ça touche un peu toutes sortes de domaines. Et ça touche bien sûr Internet, puisque je discute beaucoup avec des gens qui défendent ces théories. Donc chaque jour, j'y vais. Ce matin, ça n'a pas manqué. J'ai eu mes petites conversations. Donc bon, je me limite à 3/4 d'heure, 1 heure par jour. Sinon, on peut y passer comme eux, ils passent un peu leur vie. Donc voilà. Mais j'espère que ça vous intéressera. Alors, tout ce que je vous dirai aujourd'hui, enfin, une partie se trouve dans ce livre que je viens de publier cette année au mois de mai. Et donc, en fait, ce livre, donc mes amis et mes ennemis m'ont dit tous les deux, parce que vous verrez, quand on fait de la politique, par exemple, on se fait beaucoup d'amis et beaucoup d'ennemis, et quand on travaille sur les croyances aussi, parce que en fait, les gens sont très attachés à leurs croyances, et quand on critique une croyance, c'est comme si on critiquait le croyant ou la croyante. Donc, c'est pas étonnant, hein, ça fait partie de notre identité, et c'est très difficile de critiquer des croyances. On le voit quand on critique des croyances religieuses, hein, les réactions sont très fortes. Donc, ça ne manque pas pour les théories du complot, il y a des réactions très fortes. Et donc, mes amis et mes ennemis m'ont dit que je profitais de la pandémie pour publier ce livre. Parce que, effectivement, dans l'histoire de l'humanité, c'est peut-être le meilleur moment pour publier un livre sur les croyances aux théories du complot. Donc ça, c'est vrai. Et mes amis, pour plaisanter, mes ennemis m'ont dit que je voulais profiter de la pandémie pour m'enrichir. Et on le verra, comme toute théorie du complot, ça pourrait être vrai, mais pour le savoir, il faut enquêter. Et si on enquête, on remarquera que la plupart des théories du complot sont fausses. Et celle-ci est fausse parce que si on enquête, on apprendra que j'ai commencé en fait ce livre en 2019, donc avant la pandémie. Alors bien sûr, j'ai rajouté des chapitres sur la pandémie puisqu'il y a eu entre-temps cette pandémie et on verra que ça a bien sûr boosté toutes ces théories. Donc voilà, hein, si on se met à enquêter, on verra que c'est faux. Et d'ailleurs, aussi, on gagne très peu d'argent sur des livres. Donc si j'avais voulu m'enrichir, comme je le dis toujours, j'aurais dû écrire un livre complotiste ou faire un documentaire comme Hold Up. Et là, je serais beaucoup plus riche qu'avec ce livre qui se vend à quelques milliers d'exemplaires. Donc c'est très confidentiel. Alors que les complotistes peuvent vendre des livres jusqu'à 500 000, des millions d'exemplaires, les livres qui vont contre le traitement officiel de la pandémie, qui nous disent les gouvernements ont menti, etc. Ça se vend beaucoup mieux. Alors, les théories du complot, elles sont à la fois très anciennes et très récentes, et c'est ça qui est fascinant avec les croyances, pas seulement les croyances aux théories du complot, c'est que, en fait, on pensait que dans notre société moderne, technologique, avec nos iPhones, Internet, c'est des prouesses technologiques incroyables, les découvertes en physique sont juste démentielles. Si on prend ce qu'on a appris sur les atomes, sur l'infiniment petit, l'infiniment grand, c'est prodigieux. Et pourtant, on pourrait se penser que dans nos sociétés, ces croyances diminuent ou ont tendance à disparaître, mais non, en fait, elles sont très vivaces et en fait, elles peuvent s'adapter à tous les contextes. Et on verra pourquoi. On a une explication en psychologie pourquoi ces croyances demeurent, et pas seulement les croyances conspirationnistes, mais vous avez les croyances paranormales, les fantômes, les extraterrestres. Vous verrez que c'est basé d'ailleurs sur les mêmes mécanismes psychologiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose de fascinant, c'est qu'on voit que toutes les croyances religieuses, paranormales, complotistes reposent en fait sur les mêmes principes fondamentaux. Et c'est pour ça qu'elles sont si partagées sur Internet et qu'elles sont aussi même dans nos sociétés modernes. Alors très ancienne, si je reviens les plus anciens complots dont on parle actuellement encore, c'est le complot de Satan contre les chrétiens. En fait, ça remonterait au début de la chrétienté. Et on a associé les juifs à Satan, on les a appelés les suppôts de Satan. Et toujours, cette minorité juive a été le bouc émissaire en Europe et dans le monde. Et on l'a accusé de tout et n'importe quoi. Donc on verra que ces théories du complot, c'est justement des accusations. Donc voilà, on a parlé du complot judéo-bolchevique à propos de Marx. Donc on disait Marx, il est juif, donc les juifs ils sont communistes. Ensuite, maintenant, c'est le complot inverse capitaliste, c'est le complot américano-sioniste. Donc c'est les Américains et les juifs qui sont les grands capitalistes et qui veulent dominer le monde. Donc on voit qu'on peut associer un même groupe à tout et n'importe quoi. Donc, et on verra que c'est très facile justement pour les croyances, comme les croyances religieuses. On peut croire un peu toutes sortes de religions complètement bizarres et incompatibles. Donc ça, c'est pas du tout une surprise. Alors ces anciens complots, on peut remonter sans doute avant. On n'a pas de traces écrites, mais on peut imaginer que dès que les sociétés humaines se sont sédentarisées
et qu'on a créé des groupes et qu'il y a eu des luttes pour le pouvoir. Donc la société humaine a passé d'une société comme les singes supérieurs, où on a des chasseurs-cueilleurs qui font tous à peu près la même chose, mais les êtres humains, tout à coup, ont fait une division du travail, comme les insectes sociaux, comme les fourmis ou les abeilles, et donc certains sont devenus potiers, d'autres paysans, etc. Et on a commencé à échanger des produits, ce qui a permis le développement sans précédent de l'humanité par rapport aux autres à nos cousins les singes, mais du fait de cette spécialisation des groupes, on a une lutte pour le pouvoir qui s'est instaurée. On a une société qui est devenue hiérarchisée avec des groupes qui sont au pouvoir, les religieux qui dominaient les autres, etc. Et donc, depuis ce moment-là, on peut dire qu'il y a eu sans doute des théories du complot, parce qu'on verra qu'on peut accuser facilement les autres groupes, ceux qui sont au pouvoir, mais aussi les minorités, comme le complot juif. On peut les accuser très facilement de complot parce que, on verra, c'est très pratique, la théorie du complot, c'est une accusation sans preuve suffisante. Donc, quand on a un ennemi, on va toujours l'accuser de comploter parce que c'est très facile, il n'y a pas besoin de preuves, il suffit de quelques éléments un peu bizarres et ça marche. Alors, très récente, vous avez, à moins d'avoir vécu coupé de toute l'humanité pendant 2 ans ou une année et demie, vous avez entendu et vu toutes sortes de théories du complot à propos de la pandémie de coronavirus. Et je vous en ai mis quelques-unes, mais ici, il y a le virus a été créé en laboratoire. Alors, la théorie du complot réelle, c'est que le virus a été créé et qu'il a été développé intentionnellement. Donc ici, ça, c'est la vraie théorie du complot. On verra qu'il y a l'idée d'intention dans la théorie du complot. L'accident de laboratoire, c'est pas vraiment une théorie du complot, parce qu'un accident, c'est pas une volonté de comploter. Moi, j'appelle des fois cette théorie le demi-complot, parce qu'il y a l'accident, mais il y a quand même le fait d'avoir caché l'accident. Parce qu'on aurait pu, un laboratoire honnête aurait dû reconnaître, oui, c'est nous qui avons laissé sortir un virus, si ça arrive. Et c'est arrivé quelquefois dans l'histoire de l'humanité, pas très souvent, mais j'ai vu, moi, 6 ou 7 virus qui sont sortis accidentellement dans le laboratoire. Donc, c'est pas fréquent. Et il y a beaucoup plus de virus qui ont été transmis de l'animal à l'humain. Et c'est pour ça, sans doute, que ça reste une hypothèse privilégiée. Même si, apparemment, il y a des éléments en faveur de l'accident de laboratoire. Ça, je ne suis pas spécialiste là. Mais la vraie théorie du complot, c'est bien sûr, c'est plutôt l'arme bactériologique. C'est l'idée que les Chinois ou les Américains auraient créé le virus et disséminé exprès. Alors là, on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi avoir plombé toute l'économie mondiale, etc. Ça n'a pas tellement de sens, mais ça, c'est la théorie du complot. Après, vous avez d'autres liens avec d'autres virus. Le sida, il y avait aussi beaucoup de théories du complot sur le sida. On disait qu'il avait été créé pour tuer les Noirs aux États-Unis ou les homosexuels, etc. Et là, on fait des liens, on verra que les complots se lient bien entre eux. On a les antisémites qui ramènent tout au complot juif, et vous voyez, complot Israël, donc de nouveau, on ramène tout à une minorité qu'on déteste. On peut avoir aussi des complots envers la minorité musulmane. Il y a la théorie du grand remplacement, qui est aussi du complotisme, etc. Et on a aussi les technologies, la 5G, qui est liée à ça. Vous avez peut-être entendu parler ou vu même ce documentaire Hold Up qui a eu justement un grand succès et qui est très clairement complotiste. On mélange des faits réels avec des choses inventées ou des choses non vérifiées et on donne l'idée de penser qu'il y aurait un gros complot derrière tout ça, sans preuve suffisante. Alors, les théories du complot datent de bien avant la pandémie, puisqu'on l'a vu, donc très anciennes. Les exemples célèbres modernes, je dirais que ça a commencé avec JFK. Alors, ça ne vous parle peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous. Donc, JFK, c'est John Fitzgerald Kennedy, un des présidents des États-Unis, qui a été assassiné en pleine rue à Dallas, si je ne me trompe pas, en 1963. Et là, on voit l'image, donc, quand il a été tué de plusieurs balles. Et la version officielle, c'est que c'était un tueur fou isolé, Lee Harvey Oswald. Les théories du complot, parce qu'il y en a un très grand nombre, eh bien, c'est que ce tueur, Lee Harvey Oswald, était commandité par un groupe secret. Donc, soit la CIA elle-même qui voulait supprimer Kennedy, soit le KGB, les services secrets russes, soit la mafia cubaine, soit la mafia américaine. Donc, il y a énormément de gens qui ont été accusés de ce meurtre, et donc il y a énormément de théories du complot. En Europe, dans les années 90 ou 90, comme on dit nous en Suisse, on a eu la mort de Lady Diana, la princesse, qui
a donné lieu à des théories du complot. La version officielle, c'était un accident de la route dû à l'alcoolémie du chauffeur et la poursuite des paparazzis qui voulaient prendre des photos de Diana avec son nouvel amant musulman. Et donc, la théorie du complot, c'est que c'était les services secrets britanniques qui ont tué Diana pour ne pas qu'elle épouse un musulman. De nouveau, sans preuve suffisante. La théorie du complot sur la mission Apollo 11 sur la Lune, donc la première fois que l'être humain a posé le pied sur la Lune, je l'aime bien parce que c'est par elle que je suis venu à étudier les théories du complot. Donc, moi, j'ai étudié d'autres croyances aussi très anciennes et qui continuent d'être soutenues. Ce sont les croyances à propos des effets de la pleine Lune sur l'être humain. Il y a beaucoup de croyances là-dessus et scientifiquement, il y a à peu près rien d'avéré. Mais voilà, c'est des croyances qui marchent très bien. On verra pourquoi, justement pour les mêmes raisons que les croyances au complot marchent très bien. Et cette mission Apollo 11, on a eu la théorie du complot, comme quoi ces images qu'on a là ne seraient pas des vraies images, mais ont été tournées dans un hangar aux États-Unis par Stanley Kubrick, donc un réalisateur qui travaillait sur un film 2001, l'Odyssée de l'espace, juste une année auparavant. De nouveau, sans vraiment de preuves, on verra pourquoi les gens pensent ceci. Et donc moi, en étudiant ces croyances sur la pleine lune, j'étais tombé sur la théorie du complot, je me suis dit, mais c'est vraiment une croyance passionnante à étudier, et c'est comme ça que j'ai commencé, donc en 2004 ou 2005. Les attentats du 11 septembre, ça, vous en avez entendu parler, on a commémoré les 20 ans il n'y a pas longtemps, et donc là aussi, je dirais, c'est la première théorie du complot 2.0 sur Internet. Donc il y a eu un immense succès sur Internet ces 20 dernières années. C'est ça qui a changé la donne à propos de ces croyances aux théories du complot. C'est l'apparition d'Internet et des réseaux sociaux. Et on verra que bien sûr ça a un impact. Et donc les attentats du 11 septembre, c'est plus tard. YouTube a commencé dans les années 2000, mais le succès des films conspirationnistes, il date d'à peu près 2005, 2006 aussi, un peu ces années-là, où tout à coup on a eu des documentaires complotistes qui s'appelaient Loose Change, qui a été d'ailleurs en plus un faux documentaire, donc c'est des étudiants qui ont fait ça un peu pour s'amuser, mais ça a eu un succès, ça a été visionné des millions de fois, et à l'époque il y avait moins d'auditoire pour YouTube, donc ça a eu vraiment un grand succès sur Internet. Et en France, plus près de nous, on a en fait tous les attentats terroristes. Chaque fois, il y a une théorie du complot, ou même l'incendie de Notre-Dame, il y a eu des théories du complot. Et vous verrez pourquoi, en fait, on peut avoir des théories du complot pour chaque événement important. Donc, je vous ai mis, etc., 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 parce que on le sait, à chaque événement qui touche la population, il y aura des théories du complot. Et il y a énormément de cibles possibles de théories du complot. Il y a d'abord les sociétés secrètes, les francs-maçons, les templiers, enfin toutes sortes de sociétés qui étaient plus ou moins secrètes dans l'histoire. Et on verra comme le complot, c'est une action secrète menée par un groupe de personnes qui veut du mal au reste de la population. On a très vite pensé que ces sociétés secrètes voulaient du mal aux autres, même si eux n'ont jamais fait, on n'a pas de preuve de nouveau de ça. Mais on le croit volontiers parce que c'est secret. Et bien sûr, le secret appelle le complot, puisque maintenant, certains complotistes pensent que le vote est truqué, parce que le vote est secret. On doit mettre notre bulletin dans l'urne et on ne peut pas les vérifier. Enfin, il y a des vérificateurs, mais nous, on ne peut pas les vérifier que tous les bulletins ont bel et bien été remplis par des êtres humains. Donc, tout ce qui est secret va exciter l'imaginaire complotiste, on va le voir. Toutes les célébrités qui meurent un jour donnent lieu à des théories du complot, même Claude François ou Coluche dans un contexte francophone. Donc ça, aussi pour des raisons qu'on comprend bien en psychologie. On va l'aborder plus tard, vous verrez. Les groupes ennemis, comme je l'ai dit, c'est très pratique la théorie du complot parce qu'on peut accuser les communistes, même si on ne le voit pas, le complot, parce que justement il est caché. Parce qu'il est caché justement le complot, donc on ne le voit pas, et donc c'est facile à accuser ceux qu'on n'aime pas, les communistes, les musulmans, les extraterrestres ou les gouvernements, etc. Les catastrophes naturelles, les accidents, les épidémies, les pandémies, le tsunami, il y a eu à chaque fois, ça ne manque pas sur Internet, vous trouverez des théories du complot. L'incendie de Notre-Dame, etc. Et les nouvelles technologies, donc vous avez entendu des choses avec la 5G, on va y revenir, les vaccins, les puces, les satellites, etc. Parce que bien sûr, il y a un fond de vérité, les nouvelles technologies permettraient, en tout cas théoriquement, de surveiller la population, et ça se fait par exemple en Chine, donc il y a effectivement un danger possible, mais
la théorie du complot va croire sans preuve suffisante, de nouveau. Hein. Alors, on verra ça justement au niveau de la définition des théories du complot, mais juste avant, encore le niveau des croyances, c'est-à-dire on nous pose souvent la question combien de gens y croient, hein, et c'est difficile de répondre. On voit que sur Internet, alors il y a eu une invasion de théories du complot, mais ça peut être une minorité de gens qui partagent ces récits, et ça peut être aussi qu'on les regarde parce que voilà, on a envie d'être passionné par ça, sans vraiment y croire. Alors on nous demande souvent ça, mais nous, en tant que psychologue, on mesure pas souvent le niveau, hein, le pourcentage de combien y croient, combien n'y croient pas. Nous, on travaille sur d'autres indices statistiques, plutôt ce qu'on appelle les corrélations ou la méthode expérimentale, parce que les pourcentages ou les moyennes dépendent de la façon dont vous posez la question. Si vous dites, est-ce que vous êtes certain que la mission Apollo est un complot, il y a peu de gens qui sont certains. Hein. Et par contre, si vous dites, est-ce qu'il est possible que la mission Apollo soit un complot, là, vous aurez beaucoup plus de gens qui vont dire oui. Donc, chaque mot dans la question peut monter ou descendre les pourcentages. Mais bien sûr, c'est quand même intéressant au niveau politique, au niveau pour les journalistes, de savoir combien environ de gens y croient. Mais il ne faut pas trop attribuer de vérité à ces chiffres parce que ça dépend vraiment comment on pose la question. Et quand on pose la question, les gens peuvent dire oui, j'y crois, ça n'engage à rien. Alors que si on leur disait mais combien d'argent vous pariez sur l'existence de ce complot, là, les gens seraient beaucoup plus prudents. Hein. Donc voilà, de dire j'y crois, c'est un peu facile. Donc peut-être ces chiffres sont un peu surestimés. Voilà ici, par exemple, un sondage en Suisse sur 26 000 personnes en 2020. Et à propos de la pandémie, vous voyez les chiffres, ça peut être assez élevé, 30% proviennent d'un laboratoire, mais encore, ici, on ne fait pas la différence entre la vraie théorie du complot, donc laboratoire, et dissémination intentionnelle, et on ne fait pas la différence avec l'accident de laboratoire qui lui, n'est pas une vraie théorie du complot. Mais voilà, on dirait je dirais on a des chiffres qui sont entre 10% et plus, parfois 30%, et on peut arriver même, on verra jusqu'à 50% pour certaines théories du complot populaires. Ici, c'est un sondage en France sur un échantillon représentatif de la population. On voit des chiffres toujours un peu à prendre avec des pincettes, mais qu'on a quand même la moitié des gens qui sont totalement ou peu réceptifs aux théories du complot. Vous voyez qu'ici, il y avait 10 théories du complot qu'on a proposées et on regarde combien de gens croient à aucune, à une théorie, 2, 3, 4, etc. Et on voit quand même ici un cinquième de la population qui sont quand même croient à beaucoup de théories du complot, entre 5 et 10. Mais voilà, ça reste quand même une minorité. Et si je vous ai pris certaines théories du complot dont j'ai parlé avant pour voir un petit peu le niveau. Ici, c'est la Terre plate, donc ça c'est l'image que la NASA veut pas qu'on voit, hein, ce serait la vraie forme de la Terre. Et là, on a quand même 10% de gens qui y croient. Mais là aussi, hein, la Terre plate, c'est une des théories du complot les plus extrêmes parce qu'elle est complètement abracadabrante. Elle infirme tout ce qu'on sait au niveau scientifique et même toutes les images de toutes les missions spatiales du monde, chinoises, américaines, russes. Donc s'il y a eu un complot, c'est un complot pratiquement impossible parce qu'il faudrait que tous les gouvernements de tous les pays soient parfaitement coordonnés pour cacher ce complot gigantesque et tous les scientifiques aussi mentent exprès, donc c'est quasi impossible. Hein. Alors voilà, la probabilité est pas de zéro parce qu'on peut pas vraiment nous aller vérifier, mais voilà, c'est tellement peu probable qu'en fait, c'est quasi sûr que c'est faux. Et on a quand même 10% des gens qui y croient. Alors bon, là encore, on leur a pas demandé de parier de l'argent, donc sans doute que le taux diminuerait. Et les complots les plus populaires, c'est plutôt Big Pharma, hein, que l'industrie pharmaceutique justement nous vend du poison, nous a vendu des vaccins dangereux pour du bénéfice. Hein. Alors ça, effectivement, c'est un peu plus plausible hein, que la Terre plate, on est bien d'accord, mais de nouveau, on verra, il n'y a pas de raison de croire à ça. Hein. Et si on veut y croire, en fait, on est obligé d'enquêter et de trouver des preuves. On ne peut pas juste accuser des entreprises de faire des choses aussi graves. C'est vrai que c'est arrivé par le passé que des grandes entreprises trichent et fassent des choses graves. C'est l'industrie du tabac qui a caché la nocivité de la nicotine pendant longtemps ou même l'effet de la fumée passive. Mais ça ne veut pas dire que toutes les industries vont faire la même chose. Et même, puisque l'industrie du tabac a été punie, on peut même penser que les autres vont faire plus attention. Et c'est la même chose avec Big Pharma. On nous dit toujours, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, Pfizer a été condamné 12 fois. Alors c'est vrai,
Mais condamné 12 fois, ça veut dire que sur déjà combien de médicaments qu'ils ont mis sur le marché, hein, ça peut être des centaines de médicaments, donc ça veut dire que la plupart du temps, ils ne trichent pas. Et en plus, le fait qu'ils aient triché et qu'ils aient été punis 12 fois, ils ont été devant des tribunaux, ils ont dû payer des milliards, bah, ça va les rendre bien plus prudents. Ils vont faire, on peut penser, hein, rationnellement, qu'ils vont faire plus de contrôle encore. Et dans le cas de la pandémie, cette théorie du complot devient carrément presque aussi peu plausible que la Terre plate, parce que Pfizer se sait observé par la planète entière. Donc s'ils ont fait réellement des tricheries à grande échelle, ils n'ont pas testé leur vaccin suffisamment, ce serait vraiment du suicide de la part des dirigeants. Et on en est à peu près certain que ce n'est pas un complot, puisqu'il y a plein d'études scientifiques qui sont sorties sur les vaccins qui n'ont pas été faites par Pfizer ni Moderna. Et c'est vraiment des centaines d'études qui montrent que le vaccin est efficace et qu'il n'y a pas d'effets secondaires dangereux. Bien sûr, hein, sans parler du variant Delta, mais en tout cas sur les premiers variants, ça marchait très bien. On a aussi Kennedy qui est assez, ça c'est une des plus populaires, sans doute parce qu'il y a eu des films, parce qu'il y a beaucoup de complots possibles, donc les gens peuvent croire à l'un ou l'autre de ces complots, et on arrive à des taux assez élevés de 50%. Donc ça c'est les deux, je dirais les deux plus populaires qu'on trouve en général dans les sondages. Les autres sont un peu plus bas. Diana, c'est 30%. Apollo, c'est entre 10 et 20. Alors ici, il y a deux chiffres parce qu'il y a eu un sondage en 2018 et un en 2019. Donc on voit que suivant la question, suivant le temps, hein, il faut prendre approximativement ces chiffres. Là aussi, on a deux sondages. Et ici, on a les attentats du 11 septembre qui arrivent à peu près à 20%. Donc voilà pour les niveaux. Alors, s'il y a des questions, vous m'interrompez, hein, si vous voulez quelque chose qui n'est pas clair ou que vous n'avez pas bien entendu, je m'arrête. Concernant la définition de ces fameuses théories du complot, donc voilà comment est-ce qu'on les définit. Le philosophe qu'il est en 1999 a proposé que ce sont des explications de certains événements historiques en termes d'action causale de la part d'un petit groupe de personnes agissant en secret. Donc, complot, c'est justement cette action secrète d'un petit groupe de personnes. Ici, en plus, il ajoute que les intentions sont malveillantes, hein, c'est des intentions négatives. Quand il y a un complot positif, on ne parle plus de complot. Là, c'est plutôt dans un but malveillant. Donc ça, c'est le complot. Et la théorie, c'est l'explication, hein. On donne une explication de l'incendie de Notre-Dame par le complot. Ces théories du complot vont à l'encontre d'une version officielle ou évidente, consensuelle, et ça c'est très important au niveau de la méthode, on va y revenir. On a ici les données erratiques, ce qu'on appelle des données erratiques, je vais vous montrer des exemples, sont les éléments de base des théories du complot. Et de toutes les théories du complot, hein, les plus vraisemblables comme Big Pharma et les plus invraisemblables comme la Terre plate. On verra qu'elles sont toutes basées sur ces données erratiques et c'est ce qui pose problème. C'est pour ça que même celles qui sont plausibles, en fait, ne sont pas très plausibles parce que la méthode pour y croire est mauvaise. Et on va le voir, c'est donc ces éléments de base, des anomalies apparentes de la version officielle. Si vous avez vu des théories du complot, par exemple sur le 11 septembre, on vous montre les tours qui chutent au ralenti, on vous dit regardez comme c'est bizarre, il y a de la fumée qui sort, normalement un bâtiment ne doit pas tomber comme ça, etc. Et ça, on n'en sait rien en fait, hein. Donc ce n'est pas des preuves d'un complot, mais les gens qui y croient vont, à partir de ces éléments en apparence bizarres, vont y croire. Et c'est ça le problème un peu de cette théorie du complot, de ces théories du complot. Et moi, comme définition, j'ai ajouté quand même quelque chose maintenant, cette année ou récemment, c'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle explication, hein, ce n'est pas juste une explication alternative, scientifique, une hypothèse. La théorie du complot, en fait, c'est une accusation souvent très grave de complot. On va dire, dans le cas du 11 septembre, les Américains ont voulu ont fait exprès de tuer leur propre population. Si c'est la CIA qui a fait un faux attentat terroriste, hein, ça c'est la théorie du complot, elle l'a fait tout en sachant que des Américains seraient tués, que des tours tomberaient, donc c'est quelque chose de gravissime. Hein, dans l'histoire, c'est sans précédent. Et si les responsables s'il y a eu vraiment complot et qu'on attrape les responsables, c'est la chaise électrique, hein, ou 1000 ans de prison comme ils ont aux États-Unis. Donc c'est gravissime quand on accuse Emmanuel Macron en France ou Alain Berset en Suisse d'être des criminels. On a entendu ces termes, hein, pour les coronasceptiques, d'être des criminels avec le vaccin. C'est une accusation très grave. Un criminel, c'est quelqu'un qui tue
de plein gré, hein, qui a conscience de tuer. Donc ça veut dire que Macron ou Alain Berset, quand ils vaccinent leur propre famille ou leurs enfants, etc., ils veulent supprimer leur population. Donc il ne faut pas oublier que ces théories du complot, ce n'est pas juste des propos neutres, hein, quand certains complotistes nous disent, mais liberté d'expression, on a le droit de tout dire, et que ils se plaignent même quand on les traite de complotistes, que le mot complotiste est connoté négativement, ce qui est vrai, mais leur propos est bien plus grave et bien plus calomnieux que le terme de complotiste. Accuser quelqu'un, Macron, d'être un pédophile sataniste, c'est bien plus grave que de dire à quelqu'un tu es complotiste. Hein, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et alors je parle, donc ces explications sont des accusations très graves de complot, et surtout ce qui est important, c'est ce sans preuve suffisante, c'est-à-dire ces éléments de base, ces données erratiques ne sont pas des preuves de complot. Et parfois je parle maintenant pour imager vraiment ce que j'entends par là, je dis les théories du complot, en fait, c'est des croyances ou théories du complot, c'est une sorte de religion du complot. Hein. On y croit, alors ça pourrait être vrai, on verra dans certains cas, il y a des vrais complots, hein, et on va tout de suite voir un exemple, mais en fait, on n'a pas de preuves. Et c'est ça aussi de la religion. Vous croyez en l'existence d'un Dieu sans preuves suffisantes, c'est-à-dire pour vous, c'est des preuves suffisantes, mais pour votre voisin, en fait, qui ressent pas la même chose, il voit pas Dieu, il l'a pas vu, hein, donc il n'y a pas de raison d'y croire. Et pour un scientifique, il faut plus de preuves pour croire à quelque chose. Les scientifiques aussi sont des croyants, mais ils ont besoin de données, d'expériences répétées dans le temps, de siècles de recherche pour croire. Et ça, ce serait la science du complot. Dans le cas des complots, en plus, on peut prouver un complot. C'est ça qui est assez génial avec ces théories du complot, c'est qu'en fait, on peut y croire sans preuve suffisante, ça c'est le complotisme, mais en fait, on peut aussi enquêter. Hein. La science du complot, c'est justement une enquête de journalistes professionnels, de procureurs, de policiers, de détectives, ou même de lanceurs d'alerte, des gens qui n'étaient pas spécialistes, mais qui, pour faire ça, ça demande des années. Les lanceurs d'alerte ou les lanceuses d'alerte, il y a des femmes aussi très connues, ça a pris des années sur un sujet, donc ils se concentrent que sur un sujet, ils enquêtent jusqu'à trouver des preuves et amener les preuves devant un tribunal. Là, on a prouvé un complot, hein, parce qu'on verra que les complotistes nous disent, mais il y a des vrais complots. Et donc, oui, il y a des vrais complots, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est vraiment ils ont été mis à jour par une autre méthode que la méthode complotiste. Ça, c'est subtil, hein, parce que, évidemment, les complotistes vous disent non, il y a des vrais complots, donc ma théorie du complot, elle est plausible. Mais on verra que non, en fait, on peut critiquer toute la méthode. Et je vous montre maintenant un petit film, justement, pour illustrer cette différence, parce que c'est très important entre vrais complots et faux complots, quelque part. Alors, c'est une vidéo qui se trouve sur YouTube, qui est ici. Vous me dites si le son est bon, si vous entendez parfaitement. Donc, complot et conspiration, apprend à reconnaître les vrais des faux. Et je vous montre. Bonjour, je m'appelle Paul Morera, je suis journaliste d'investigation. Je ne travaille pas pour Illuminati Magazine ni pour CIA Hebdo. Je travaille pour l'agence Première Ligne, c'est ici. Si tout est mensonge, alors ce que nous allons vous raconter est faux. Non, soyons clairs. Ne comptez pas sur nous pour vous dire que les complots, ça n'existe pas. Des complots, il y en a eu et il y en aura encore. Un exemple, un des plus gros complots de l'histoire du XXe siècle. Celui des industriels du tabac. Regardez, cette scène se passe en 1994 au Parlement américain. On l'appelle l'audition des 7 nains, car ces hommes, ce sont les 7 grands patrons de l'industrie du tabac. Les parlementaires les interrogent pour savoir si la nicotine dans les cigarettes rend les fumeurs accros. En clair, ils soupçonnent la nicotine d'être addictive. Je crois que la nicotine n'est pas addictive, Monsieur Johnson. Monsieur le député, les cigarettes et la nicotine ne répondent pas à la définition de l'addiction. Il n'y a pas intoxication. Ok, ce sera non pour vous, on n'a pas beaucoup de temps, je crois que vous pensez tous que la nicotine n'est pas addictive, on a juste besoin de l'enregistrer. Je crois que la nicotine n'est pas addictive. Est-ce que ces grands patrons disent la vérité? Qu'en pensez-vous?
En fait, la nicotine est bien addictive et le tabac provoque le cancer. Les scientifiques sont formels. Mais les 7 nains ont tous décidé de mentir ensemble. Pour entretenir le doute, ils ont même financé des publicités massives pour faire croire que le tabac, en fait, c'est bon pour la santé. You say I'll feel better smoking, Philip Morris? Yes, you'll feel better. And here are the reasons why. In case after case, coughs due to smoking disappear. Parched throat clears up. That stale, smoked out feeling vanishes. Ce complot est resté secret pendant des décennies. Il a coûté des vies humaines. À votre avis, comment sait-on que c'était un complot ? Nous savons que c'était un complot parce que des employés de l'industrie du tabac ont eu le courage de dénoncer les mensonges. Surtout cet homme, Merrell Williams. Il travaillait pour un cabinet d'avocats au service d'un géant du tabac. Il a décidé d'envoyer des rapports confidentiels à un docteur, ce cardiologue spécialiste du tabac. Et son courage a fait basculer le sens de l'histoire. La justice a enquêté. Les industriels du tabac ont été condamnés à de très lourdes amendes. Et des millions de documents confidentiels ont été révélés au grand jour. Vous pouvez les lire vous-même gratuitement sur Internet. Et vous pouvez chercher. Il y a 14 millions, vous voyez ici, 14 millions de documents qui sont publics. Donc les complots, ça existe. Mais sur Internet, il y en a aussi des faux. C'est cousu de fil blanc. Ceci est un complot du gouvernement français. Ce qui compte, c'est de faire la différence. Nous sommes journalistes d'investigation pour la télévision. Notre agence de presse s'appelle Première Ligne. On tourne dans le monde entier, dans des pays en guerre, et nous enquêtons pendant des mois sur les secrets des grandes entreprises. Un jour, je me suis aperçu que les jeunes et les moins jeunes ne croyaient plus vraiment ce qu'ils voyaient à la télé, ce qu'ils entendaient à la radio, ce qu'ils disaient dans les journaux. Dès que ça avait l'air officiel, c'était forcément du mensonge. Des sites internet voient la main de services secrets ou de sociétés secrètes qui dirigeraient le monde. C'est cela que l'on appelle les théories du complot. Comme l'attentat contre Charlie Hebdo. C'était louche. Beaucoup y voient clairement une manipulation de services secrets occidentaux, de véritables commandos, dans leur façon de bouger, de tirer. Alors, je peux vous en parler d'autant plus facilement qu'on était très très près de l'événement. Ici, c'est les locaux de Première Ligne. Là, c'est la porte d'entrée de l'agence. Et ici, dans ce couloir, c'était la porte de Charlie Hebdo. À gauche! Là! Au moment de l'attaque contre Charlie Hebdo, notre équipe s'est réfugiée sur le toit et un de nos journalistes a filmé les 2 terroristes qui tiraient sur des policiers dans la rue après avoir tué 11 personnes dans notre immeuble. Ces images ont été diffusées sur toutes les chaînes. Mais très vite sur Internet, des sites complotistes ont utilisé nos images tirées de la télé pour mettre en doute la version officielle. Écoutez bien. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? On nous accuse, nous journalistes, d'avoir été au courant de l'attaque à l'avance, de faire partie d'un gigantesque complot. Cette histoire de gilet pare-balles, qu'en pensez-vous? Les fameux gilets pare-balles. Bon, je vais vous le montrer. Voilà, c'est ça, le gilet pare-balles que vous avez vu à la télévision. Il n'y a aucun mystère, c'est des gilets, on en a 2 dans la rédaction. On est une agence de presse et donc régulièrement on est amené à aller dans les pays en guerre et on est quasiment obligé d'avoir des gilets pare-balles, ne serait-ce que pour des raisons d'assurance. 2 de nos journalistes, habitués au terrain de guerre, ont porté ces gilets pare-balles pour organiser l'évacuation de l'équipe. À gauche! À gauche! Pour comprendre pourquoi nos 2 journalistes portaient ces fameux gilets pare-balles, qu'auraient dû faire les théoriciens du complot.
Ils auraient dû faire une chose toute simple, prendre leur téléphone et nous appeler à première ligne. On leur aurait expliqué en toute transparence. Il faut se méfier de notre envie d'interpréter. C'est la différence entre la réalité et le mensonge. Une réalité objective, c'est un fait qui existe et que vous êtes obligé d'admettre, quelle que soit votre opinion. Voilà. Vous voyez bien maintenant cette différence entre croire sur la base de données erratiques, les gilets pare-balles, c'est ces données erratiques, c'est bizarre, c'est vrai, en apparence, c'est bizarre qu'il y ait des gilets pare-balles dans une maison, parce que les gens, en plus c'est une maison de banlieue, enfin banlieue, c'est à l'extérieur de Paris, donc les gens, il y a des gens qui habitent dans le bâtiment, donc c'est vrai que c'est curieux, mais voilà, le problème des choses curieuses, c'est que ça peut être un complot, ça pourrait être quelque chose de bizarre, mais la seule façon de le savoir, c'est d'enquêter. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que je ne suis pas anti-complotiste. On me dit souvent, vous êtes un agent du gouvernement parce que toute parole dissidente qui ne va pas dans le sens du gouvernement, vous la discréditez en disant que c'est une théorie du complot. Mais non, absolument pas. Moi, je critique ce que j'appelle la religion du complot, c'est-à-dire croire au complot sans preuve suffisante. Mais par contre, je dis bien que si vous faites une vraie enquête et que vous trouvez des preuves et que vous les amenez devant un tribunal, c'est plus du complotisme, ça devient une vraie enquête et on doit effectivement, en démocratie, on doit alors autant critiquer cette religion du complot, mais si on valorise cette science du complot, c'est qu'on améliore la critique du système, donc ça, les gens n'arrivent pas à le comprendre, des complotistes, c'est que en fait, en réalité, moi, avec mon attitude, on a même plus de bonnes critiques du système social et politique. Donc, si vous voulez, on améliore la critique en critiquant les théories du complot, puisque les théories du complot sont des mauvaises critiques. Donc, nous, on dit, à la place de mauvaises critiques, faites des bonnes critiques. Et si vous n'avez pas de preuves, eh bien, on ne peut pas y croire. Ça, on verra aussi. On ne peut pas juste penser que c'est vrai, parce qu'on accuse des gens. Et on verra dans le domaine de la justice, si on veut accuser quelqu'un, il faut des bonnes preuves. Et c'est pareil dans le domaine des sciences. Si on veut affirmer qu'une théorie est fausse et qu'on en a une meilleure, c'est possible, mais il y a ce qu'on appelle le fardeau de la preuve. On doit prouver que notre théorie est meilleure. Et dans le domaine, c'est fascinant aussi que le système est le même dans la justice et en science, c'est quelque part rassurant. En science et en justice, si vous voulez prouver la culpabilité de quelqu'un, il ne suffit pas d'avoir des soupçons, des choses bizarres, il faut des preuves directes du complot. C'est des aveux, c'est des documents, comme on l'a vu dans l'enquête, des documents qui, amenés devant un tribunal, permettent d'un verdict de culpabilité. Donc, quand on condamne Sarkozy, c'est pas du complotisme, c'est la science du complot. Et quand on pense que tous les politiciens sont corrompus sur la base de ce qu'on lit sur Internet, c'est la religion du complot. Parce que ces données erratiques, évidemment, on va les trouver en masse sur Internet, parce que comme on est intéressé, on verra pour des raisons psychologiques, on est très intéressé par ces données en apparence bizarres, on est très vite soupçonneux, et ça va faire que les gens partagent beaucoup ces soupçons et ces faux théorie du complot, en tout cas non vérifiée. Pascal, juste pour te dire que on t'entend très bien, tout se passe très bien. Voilà. Ah oui. Voilà. Oui, merci, parce que c'est vrai que des fois, je pourrais penser que je parle tout seul à mon ordinateur, parce que je vois pas si les gens sont... Enfin, je vois pas si je suis toujours en ligne. Alors, c'est mis quand même que je partage mon écran, mais c'est tout ce que je vois. Donc, Alors, tout se passe très bien, on entend tout et ils sont attentifs. Parfait, bon, tant mieux. Alors, ces fameuses données erratiques, et c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait, toutes les théories du complot reposent là-dessus. Et ça, les complotistes ont vraiment de la peine à le comprendre, parce que moi, je discute maintenant avec les coronasceptiques, et ils me disent, mais pourquoi tu nous parles de QAnon, pourquoi tu nous parles de la Terre plate, alors que nous, on n'est pas du tout comme ça. Parce que c'est vrai que leur théorie du complot est peut-être moins délirante que d'autres, mais ils ne se rendent pas compte que leur méthode de pensée est la même. Et ces données erratiques, on les trouve partout. Ici, ça, c'est les shootings de masse, quand il y a des tueries de masse aux États-Unis, ou c'est surtout aux États-Unis qu'il y a ça, ou au Canada, donc des gens qui vont tirer dans la foule, il y a des proches de victimes qui pleurent, et là, la théorie du complot, c'est que ce serait la même femme tout à coup, alors qu'on voit très bien qu'elle est complètement différente, et qu'on trouvera des brunes qui se ressemblent partout dans le monde, et la théorie du complot, c'est que c'est pas une vraie tuerie, c'est juste une mise en scène pour contrôler les armes aux États-Unis. Donc ça, c'est les théories du complot d'extrême droite, de Trumpistes pro-armes, et vous voyez que c'est complètement délirant, mais c'est en apparence bizarre qu'elles se ressemblent, mais voilà, en fait, c'est pas bizarre.
Ici, pour la mission Apollo, les complotistes vont dire mais pourquoi le drapeau flotte alors qu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune? Pourquoi il n'y a pas d'étoiles dans le ciel? Pourquoi le ciel est noir alors que sur Terre, on voit les étoiles? Et tout ça, ça pourrait être vrai, hein, ça pourrait être des choses bizarres en apparence, mais en fait, il y a des explications. Si vous demandez à des spécialistes, nous, on n'est pas astronautes, donc on n'est pas physicien, on ne peut pas savoir ce qui se passe sur la Lune. Et c'est normal qu'on trouve ça bizarre. Mais en fait, il faudrait se dire, bon, il faut que je cherche les explications, et il y a des explications pour tout, scientifiques. Le ciel noir, c'est parce que le sol de la Lune est très blanc. Hein, ici, il est un peu foncé, mais en réalité, il y a un très grand contraste. Et en fait, quand vous prenez une photo avec un grand contraste, bah, le noir devient complètement noir et le blanc devient blanc. Donc voilà, hein, mais rien de mystérieux. Le vent dans le drapeau, bah, c'est juste une barre qu'ils ont mis et ce mouvement, en fait, il ne bouge pas. Le drapeau reste immobile. On a l'impression qu'il flotte au vent, mais en fait, il ne flotte pas du tout. Il est immobile. Voilà. Et c'est la même chose, les gilets pare-balles, on les a vus. Ici, c'était la même attaque de Charlie Hebdo. On a ici des rétroviseurs blancs. Ici, ils sont noirs. Certains ont dit, ah, c'est pas la même voiture, c'est bizarre. Puis en fait, c'est des rétroviseurs gris métallisés qui reflètent la lumière. Donc, s'il y a la lumière du ciel, on verra du blanc. S'il y a un mur, on verra gris foncé ici. En plus, on voit que c'est gris et pas noir. Et même la Terre plate, hein, je vais des fois sur un groupe Facebook de platistes, alors on ne sait pas des fois si certains le font pour plaisanter ou sérieusement, mais je pense qu'il y a des gens qui sont sérieux. Et là, bah, c'est de nouveau une donnée erratique, scientifiquement, ils ne comprennent pas pourquoi, quand on se déplace sur Terre, l'atmosphère bouge, alors que quand la Terre tourne, bah, l'atmosphère, elle bouge avec la Terre, donc en fait, on ne sent pas le mouvement de la Terre. Voilà, de nouveau, mais on verra que la pensée naïve, hein, cette pensée naïve, mon expérience me dit que c'est louche, mon expérience me dit que c'est bizarre, on verra que ça, c'est la source de toutes les erreurs possibles dans l'humanité. Et donc, ces théories du complot, ici, j'ai fait un petit schéma pour dire, bah, c'est ça qui est intéressant aussi avec, c'est qu'il y a des vrais complots, hein, c'est ces cas historiques confirmés. Alors je vous ai mis le Watergate, c'était le président des États-Unis, Nixon, qui avait dû démissionner parce qu'il avait mis sous écoute le parti adverse. Donc c'était aussi un scandale, hein, à l'époque. Et donc ça, c'est des vrais complots. C'est comme l'exemple du tabac qu'on a vu. Il y a eu une enquête. Les journalistes, au début, se demandaient s'ils n'étaient pas un peu parano, hein, s'ils n'étaient pas justement dans le délire complotiste, parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Mais en enquêtant, ils ont trouvé des preuves et Nixon a été forcé d'admettre qu'il avait fait ça. Donc, bien sûr, au début, il niait, mais les journalistes ont trouvé des preuves et là, vous ne pouvez plus nier. Et là, vous avez le délire, la Terre plate, hein, justement, voilà, par exemple, ou les reptiliens, ce genre de choses. Et sur Internet, hein, on peut même imaginer qu'il y a beaucoup plus de théories du complot complètement délirantes que de vrais complots. Les cas confirmés, moi j'en connais peut-être 20, hein, quelques dizaines dans l'histoire. Alors on peut imaginer qu'il y a des complots qui sont restés secrets, mais voilà, il y en a très peu. Hein, c'est très rare parce que si un gouvernement fait que des complots, bah, c'est une dictature, hein, finalement. Mais dans les démocraties, si vous prenez un immense risque en faisant une action secrète, si vous êtes président, parce que si vous êtes attrapé, bah, c'est la prison à vie. Et donc, le fait que les théoriciens du complot pensent qu'il y a des vraies théories du complot, c'est une erreur. Et ça leur permet de penser que leur théorie du complot, qui est spéculative, hein, Big Pharma, elle serait par ici, eh bien, ça leur permet de dire, voilà, c'est simplement une théorie du complot qui va être confirmée demain ou dans 10 ans, etc. Et en fait, moi, j'ai mis une petite échelle ici pour dire ça ne joue pas ce raisonnement. Parce qu'ici, on est dans la religion du complot, on croit sur la base de preuves insuffisantes, alors qu'ici, on est dans la science du complot. On a mené l'enquête, on a trouvé des preuves ou non. Il y a plein d'affaires où si on n'a pas trouvé de preuves, on a conclu que ce n'était pas un complot. C'est peut-être un complot très bien caché, mais c'est peut-être pas un complot. Et ça, c'est intéressant, cette méthode de pensée. J'ai trouvé ce graphique qui représente la même chose, si vous voulez, mais de façon verticale. Hein, ici, on aurait Speculation Line, c'est ma petite échelle. Ici, en vert, c'est les vrais complots, les complots prouvés, donc fondés dans la réalité. Et dès que vous passez la barrière de la spéculation, là, vous pouvez imaginer tous les complots que vous voulez. Donc là, c'est vraiment l'imaginaire, hein, la croyance qui n'a plus de méthode. Et si vous n'avez plus de méthode autre que de croire sur la base d'éléments bizarres, vous allez trouver des éléments bizarres partout. Hein, dans chaque photographie, vous pouvez trouver un élément qui est bizarre dans la photo, pratiquement. Donc, en fait, l'imagination, elle est complètement ici inflationniste et vous n'avez plus aucun moyen de savoir si c'est vrai ou faux. Hein. Le seul moyen, c'est l'enquête qui est ici. Mais la croyance, elle est complètement ici, elle va vraiment de façon inflationniste. Vous pouvez croire à tout et n'importe quoi, jusqu'aux choses qui sont complètement délirantes ou détachées de la réalité, comme QAnon ou la Terre plate.
Et quand je parle de religion du complot, la religion aussi, hein, vous pouvez croire, si vous croyez des vieux livres de 2000 ans ou si vous croyez des récits mythologiques, il y en a des quantités astronomiques dans l'histoire de l'humanité. Donc vous pouvez croire tout et n'importe quoi. Alors que la science, c'est exactement l'inverse. Hein, ce serait une pyramide qui va dans l'autre sens. Et là, on essaye de faire l'inverse. On sait qu'il y a plein de croyances ici, de rumeurs populaires. J'ai entendu dire que moi, je me soigne avec des plantes et ça marche, donc c'est bon. Et tout ça, ça pourrait être vrai de nouveau, mais si on n'a pas de preuves, les scientifiques ne vont pas l'accepter. Et c'est pour ça que même la parole d'un expert que vous voyez ici, un expert a dit que, alors si c'est dans son domaine d'expertise, ça va, c'est déjà mieux que ce qu'il y a en dessous, mais la parole d'un expert, c'est toujours mieux de prouver sa parole par des données extérieures à lui. J'avais dit, les scientifiques, en fait, ils croient, mais ils essayent de trouver des éléments à l'extérieur d'eux-mêmes pour savoir si leurs croyances sont bonnes ou mauvaises. Alors que là, non. Là, on va chercher des éléments, mais sur Internet, et ce n'est pas des bonnes preuves. Des soupçons ou des données erratiques, ce n'est pas des preuves. Devant un tribunal, avec des données erratiques, vous ne condamnerez jamais personne. Des fois, je compare la théorie du complot à vous observez votre voisin et dans sa maison, la nuit, il y a des bruits bizarres, il y a des cris, et vous entendez, vous regardez depuis chez vous, vous filmez sur votre smartphone et vous dites, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et voilà, c'est exactement la théorie du complot. Avec ça, vous ne pouvez pas aller devant un tribunal en disant mon voisin est un assassin ou un pédophile, et vous pouvez imaginer à partir de ça qu'il tue des enfants ou des femmes ou ce qu'on veut, hein, ou qu'il les enferme dans sa cave et qu'il les fait sortir la nuit. Et ça, c'est arrivé dans l'histoire de l'humanité, bien sûr, hein, mais très rarement. Hein, donc on risque, si on pense que c'est un complot, on risque de se tromper le plus souvent. Et la seule façon de savoir si c'est vrai ou faux, c'est d'aller enquêter, c'est d'aller chez mon voisin avec le téléphone. Alors, il faut être courageux ou il faut appeler la police et il faut aller voir si vraiment on trouve des preuves d'un assassinat ou d'un enlèvement d'enfants. Hein, donc, vous voyez bien là cette différence ici. Et donc, les scientifiques vont chercher des preuves extérieures, des études. Et une étude ne suffit pas parce que les complotistes brandissent des fois une étude qui dit ça, mais il en faut plusieurs. Il faut répliquer et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle une méta-analyse. Et ça, c'est une analyse de plusieurs recherches sur un même sujet qui toutes nous disent qu'on peut conclure ceci ou cela. Hein. Par exemple, les vaccins, j'ai vu, comment le savoir, hein, quel est l'avis, et ça c'est aussi l'avis de la majorité des scientifiques, parce qu'il y a plein d'études scientifiques qui ont montré ça, donc on arrive à un consensus. C'est pas toujours le consensus, ça peut être la majorité des scientifiques, et ça c'est très important parce que pendant la pandémie, ça n'a pas été compris. Vous trouverez toujours des scientifiques qui sont contre le consensus ou qui n'acceptent pas, comme Didier Raoult en France, mais il faut se poser la question, que pense non pas un scientifique, mais l'ensemble? Dans le domaine du réchauffement climatique, on trouve toujours des climatologues très connus qui nient le réchauffement ou l'origine humaine du réchauffement. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à des centaines ou des milliers de climatologues dans le monde, que pensez-vous, sur la base des travaux scientifiques, des études, est-ce qu'il y a un réchauffement climatique, oui ou non, et d'origine humaine? Et 95 à 98% de ces savants ont dit oui, il y a un réchauffement climatique, donc ils aboutissent ici à l'idée qu'il y a un réchauffement climatique d'origine humaine. Et c'est la moins mauvaise opinion, peut-être qu'ils se trompent, peut-être que c'est la minorité qui a raison, mais le plus souvent, les minorités se trompent. Hein. Dans l'histoire des sciences, des gens qui ont proposé de nouvelles théories sont beaucoup plus nombreux que les vraies théories. Les fausses idées sont toujours beaucoup plus nombreuses que les vraies idées qu'on a gardées. Par exemple, Newton était alchimiste, Isaac Newton, donc on n'a pas gardé son alchimie, mais on a gardé sa théorie de la gravitation pendant des siècles, qui a été remplacée ensuite par Einstein. Einstein ne croyait pas à la physique quantique. Donc on voit bien que les scientifiques, comme les autres personnes, font plein d'erreurs. Et la méthode scientifique a été justement inventée pour essayer d'éliminer ces erreurs le plus possible. Et c'est ça, hein, que ici, par contre, on encourage nos erreurs, tous nos sentiments, nos intuitions, on les encourage et on arrive toujours avec une méthode qui est complètement fausse et on sait qu'on se trompera ici la plupart du temps en pensant qu'il y a des complots. Dans le cas de la pandémie, pourquoi il y a eu autant de théories du complot? Ça ne nous a pas surpris du tout pour nous, les spécialistes des théories du complot, parce que, bien sûr, il y a un danger objectif au départ de l'épidémie. Maintenant, il est un peu trop faible et maintenant, les complotistes pensent qu'il n'y a pas de danger, hein, donc ils sous-estiment ce danger, mais on peut aussi le surestimer et ça crée une anxiété collective et ça c'est la porte ouverte à toutes les rumeurs, les fausses croyances, les fake news. On le sait parce qu'en période de guerre, c'est un peu pareil. Hein. En période de guerre, les gens sont anxieux et ils partagent toutes sortes de rumeurs. Il y a eu plein de rumeurs fausses pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple.
Et les guerres, comme les pandémies, durent dans le temps. Hein. C'est ça qui fait qu'on a beaucoup de théories du complot, parce qu'un attentat terroriste, ça dure une journée, quelques jours hein, d'émotion, et ensuite, après quelques mois, après quelques années, ça retombe complètement, et il n'y a plus, si on n'a pas confirmé que c'était un complot des services secrets, on n'en parle plus. Hein, donc ça disparaît. La pandémie, ça dure depuis une année et demie maintenant, et ça risque de durer encore un peu. Il y a aussi le fait que la pandémie, il y a plusieurs facteurs qui peuvent donner lieu à des théories du complot. On a parlé de l'origine du virus. Hein, la théorie du complot, c'est qu'il a été créé en laboratoire et disséminé volontairement. Ce qui pourrait être vrai, mais de nouveau, c'est une accusation très grave, donc il faut des preuves. On ne peut pas affirmer ça comme ça, juste à titre d'hypothèse. La seule façon de faire, c'est de ne pas y croire et d'enquêter si vraiment on pense que c'est possible et de trouver des preuves. Mais voilà, on ne peut pas accuser comme ça gratuitement les gens. Et non seulement l'origine du virus, mais les mesures, le confinement, les masques, certains pensent que c'est des complots pour nous faire taire, pour nous faire obéir. Les traitements, certains pensent que c'est le complot de Big Pharma, on cherche à torpiller les traitements bon marché pour des traitements plus chers. Et bien sûr les vaccins qui ont toujours donné lieu à des théories du complot depuis l'invention des vaccins, parce qu'on verra la pensée intuitive. Un vaccin, c'est quand même délicat parce qu'on s'injecte un virus, même atténué. Mais ça, dans la pensée populaire, notre pensée de tous les jours, ça pose un problème. Et on verra que cette pensée naïve, populaire, elle est au cœur des croyances et des théories du complot. Et là, j'aime bien, ici, j'ai deux extraits de mails que j'ai reçus en 2009-2008, vous voyez, et c'était à propos de la pandémie de grippe aviaire et porcine, H1N1, et là, on avait les mêmes théories du complot. On avait, attention, les vaccins, c'est empoisonné, ça, on va tuer la moitié de la population française, ce qui n'est pas arrivé, hein, donc voilà. Et on parlait aussi de microchips, donc des puces électroniques dans la peau, pour nous contrôler. Hein, donc voilà, on avait la même chose. Il y a juste Bill Gates que j'ai pas entendu. Enfin, je crois qu'il avait quand même été cité à l'époque. Mais on va retrouver toujours les mêmes parce que justement c'est le problème du vaccin et ce genre de choses. Après, bien sûr, il y a des éléments objectifs. Les gens pensent que quand il y a des contradictions chez les scientifiques ou chez les politiques, ça veut dire qu'il y a un complot, mais en réalité non, c'est normal. Hein, dans la science, on n'est pas tout de suite sûr. Il faut des années et des années pour savoir, pour avoir ces méta-analyses et des certitudes relatives. Ça prend des années, donc on ne peut pas le savoir en quelques semaines ou en quelques mois. Donc c'est normal qu'il y ait des contradictions. Ce n'est pas du tout le signe d'un complot. Alors bien sûr, il y a eu ces scandales pharmaceutiques passés, mais de nouveau en très petit nombre, et ça ne justifie pas qu'on puisse penser que chaque fois qu'une entreprise pharmaceutique sort un médicament, il y aura un scandale. Hein. Au contraire, ça veut dire que la plupart du temps, on peut leur faire confiance, puisque la plupart des médicaments sont utiles et efficaces, mais effectivement, il faut des contrôles, parce que c'est dans quelques rares cas, il y a eu des abus, ou comme dans le cas du tabac. Hein. Donc voilà, donc, il faut contrôler, mais on ne peut pas postuler a priori qu'il y a des complots partout. Bien sûr, un gros problème, mais on le verra de toutes les théories du complot, mais pour la pandémie, c'est évidemment le cas. Ces sites d'information alternatives, on peut trouver tout et n'importe quoi sur Internet, et ça n'aide pas, évidemment, parce que vous avez plein d'informations non vérifiées, non scientifiques qui vont circuler, et on sait très bien que les gens qui croient, cette religion du complot, il n'y a pas besoin de preuves. Dès qu'on entend dire quelqu'un qui a entendu dire que le vaccin c'était dangereux, je connais quelqu'un qui est mort après avoir pris le vaccin, eh bien, on va y croire. Et ça, je connais quelqu'un qui, c'est exactement ça. J'ai entendu dire qu'un sportif est mort après le vaccin. Et ça, aujourd'hui, ce matin, mon complotiste préféré de Fribourg a posté de nouveau, ou hier, c'était hier, qu'une sportive jeune est morte d'un arrêt cardiaque. Et pour lui, c'est le vaccin. Mais c'est cette pensée naïve qui est fausse la plupart du temps, parce que on peut regarder les autres années. En 2017, par exemple, il y a eu des milliers de sportives et sportifs jeunes de moins de 30 ans qui sont morts d'arrêt cardiaque. Donc, en fait, c'est un problème qui existe depuis longtemps et qui n'est pas du tout dû au vaccin. Mais vous voyez, cette pensée naïve, ces données erratiques, c'est bizarre, il est mort après le vaccin, ça fonctionne vraiment toujours de la même manière. Et sur les sites d'information alternative, on va encore plus retrouver ces données erratiques et ces croyances qui nous attirent. On le verra pourquoi, pour des raisons psychologiques. Il y a aussi les conséquences socio-économiques de la crise. Les gens avaient du temps pour être sur Internet et donc ils partageaient n'importe quoi et on est attiré par ces informations alternatives. Donc voilà, ça explique pourquoi on a eu plein de croyances aux théories du complot. Des fois, je dis qu'il y a eu un festival de théories du complot pendant la pandémie.
Alors maintenant, les travaux que j'ai faits et avec mes collègues psychologues, ce qu'on fait vraiment, pour l'instant, je vous ai parlé plutôt de comment on peut décrire la méthode des complotistes, mais nos travaux à nous ont porté en fait sur le fait de voir qui croit plus ou moins aux théories du complot, sans forcément se poser la question si c'est vrai ou faux. Ça, c'est un peu secondaire dans nos travaux, mais c'est évidemment très important pour moi, ma vision des choses, pour la politique, pour ce qu'on va faire avec les théories du complot. C'est évidemment très important ce que je vous ai dit. Mais nos travaux portent plutôt maintenant sur qui croit plus ou moins aux théories du complot et pourquoi on y croit assez facilement. Et ça, on peut très bien aussi étudier les croyances religieuses sans savoir si Dieu existe ou non. Donc même si on a une petite idée, on est un peu sceptique, les scientifiques, mais voilà. Là, on étudie vraiment qui croit plus ou moins, pourquoi on y croit toutes et tous. Et dans ces études qui ont commencé, je dirais, il y a 10 ans, il y a eu au départ, il y a 15 ans, il y avait très peu d'études quand j'ai commencé. Et ensuite, depuis 2010, il y a des centaines maintenant d'études en psychologie sur ces croyances. Et le premier résultat qui apparaît dans toutes les recherches, vraiment là, je vous livre des résultats, mais ce n'est pas mon opinion personnelle. Ça, c'est ce que les complotistes ont parfois du mal à comprendre. Ce n'est pas mon opinion idéologique. C'est vraiment le résultat de non pas une étude, mais plusieurs, parfois 5 ou même 10 études qui ont montré sur des milliers de personnes dans plein de pays différents la même chose. Et là, je vous montre que les résultats principaux qui ont été répliqués plusieurs fois, de cette fameuse méthode scientifique, avec réplication et méta-analyse. Alors, le premier résultat, c'est ce qu'on parle, on parle de mentalité complotiste ou un système de pensée monologique. Il y a vraiment cette idée que, et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, si vous connaissez des gens complotistes, vous voyez très bien qu'ils ont tout à coup une façon de tout interpréter par le complot. Beaucoup de choses. Moi, je connais pratiquement aucun complotiste qui ne m'a pas parlé de plusieurs théories du complot. On parle du 11 septembre, et les complotistes du 11 septembre sont partis sur le complot du coronavirus tout de suite, dès le début du confinement. Ça n'a pas fait... et quand on leur pose des questions, certains ils se méfient de toutes les paroles officielles, donc ça vous pousse vers les complots en général. C'est quelque part logique, vous voyez monologique, il n'y a qu'une seule logique, mais c'est quelque part logique. C'est que si vous pensez qu'un gouvernement comme celui des États-Unis, de George Bush, a pu faire les attentats du 11 septembre, donc de faux attentats terroristes, ils ont eux-mêmes, la CIA aurait entraîné des faux terroristes islamistes, Al-Qaïda, pour faire croire à un complot d'Al-Qaïda, alors que c'était en fait un complot de la CIA. C'est gravissime, bien sûr. Et si vous pensez que c'est vrai, vous pouvez penser que tous les complots sont vrais, parce que si un gouvernement a pu faire une chose aussi monstrueuse que celle-là, eh bien le gouvernement français peut très bien faire de même. Donc ça devient presque logique. On est attiré sur une pente glissante du complotisme. Si vous acceptez une théorie sans preuve suffisante, parce que de nouveau des croyances sur ces données erratiques, vous pouvez maintenant accepter toutes les autres, avec cette fameuse méthode des croyances qui n'a pas de preuve et qui n'utilise pas le fardeau de la preuve comme les sciences. Et ici, il y a un schéma de certains collègues qui ont étudié le développement de cette mentalité complotiste, parce que bien sûr, on peut croire un peu aux théories du complot et on peut croire à toutes complètement. Donc il y a vraiment ici, vous voyez, type 1, 2, 3, 4, 5, il y a un développement de la croyance. Type 1, c'est des gens qui ont quelques doutes, c'est pas du complotisme. Donc là, on va pas parler de complotistes. Les complotistes, on va parler plutôt de ceux qui sont au bout du voyage. Mais il y a ici un spiritual journey, un voyage spirituel, et ici, vous avez même une conversion. Donc ça, c'est vraiment un parcours qui ressemble exactement au parcours des sectes. Et c'est ce que je me rends compte maintenant de plus en plus avec le coronavirus, c'est qu'il s'agit vraiment d'une secte sur Internet. On voit une radicalisation progressive qui se fait. Moi, j'ai le complotiste de Fribourg avec qui je discute presque quotidiennement, j'ai très bien vu qu'au départ, il se posait quelques questions. Pourquoi il n'y a pas de surmortalité aussi grande ? Et tout de suite, il a dit, mais c'est bizarre, et ensuite, il va chercher d'autres choses bizarres, et voilà, il devient maintenant complotiste. Il pense que maintenant, le coronavirus, c'est le forum de Davos, World Economic Forum de Klaus Schwab, qui dirige un plan, etc. Donc, on voit vraiment, j'ai pu observer moi-même ce parcours vers ce parcours sectaire. Et là, vous voyez qu'il y a un groupe qui se forme. Vous commencez à connaître d'autres personnes complotistes qui vous confirment, vous avez raison, on est géniaux, on a la lumière. Ça, c'est aussi un vocabulaire tout à fait sectaire et religieux. Nous, on est les éclairés, et les gens ici, c'est les moutons, les sheep ici. Donc, les autres qui ne croient pas au complot, c'est des moutons
qui sont dans l'obscurité, qui sont bêtes et stupides. Et nous, on a la lumière, exactement comme toute secte religieuse. Et il y a une vision du monde qui se crée, qu'on aurait la population, on a des groupes ici qui nous surveillent et des riches qui nous dominent, des élites. Et là, on va des fois jusqu'à Satan. J'ai vu ce schéma. On avait Bill Gates ici, tout à coup, on avait ici des gens inconnus, puis tout en haut, on a le diable. Donc ça se prête bien aussi à une lecture religieuse. Satan dirige le tout. Et vous voyez comment ce vieux complot de Satan revient par la grande porte, 2000 ans plus tard, presque. Donc c'est vraiment fascinant. Et ici, j'ai un petit message que j'ai reçu d'un ami, entre guillemets, QAnon, que j'ai dû finalement quand même bloquer parce qu'il est mentalement, vraiment visiblement dérangé. Et là, c'est le complotisme extrême. J'ai plus besoin de preuves, je connais la vérité. Je suis dans le complot depuis 20 ans, ici, ça fait 20 ans, donc il croit à tous les complots depuis 20 ans. Voilà. Et ce qui nous dit, la toile se réveille. Vous avez vraiment ça, grâce à Internet, on va connaître la vérité. Et lui, donc, pour les élections américaines, il était sûr plusieurs fois que Trump et Q allaient venir pour prouver qu'il y avait eu des fraudes massives aux États-Unis pendant l'élection et prouver que les démocrates étaient des pédophiles satanistes. Donc, il m'a fait des annonces à répétition. Demain, tu vas voir, tu vas tomber de ton siège, tu vas devoir changer le contenu de tes cours. Et j'attends toujours, parce que ça ne s'est jamais produit. Et ça, c'est fascinant aussi. Ça, c'est un aspect religieux qu'on connaissait déjà avant. Des psychologues sociaux avaient étudié une secte qui annonçait la fin du monde. Et il s'était introduit dans la secte et il n'y a pas eu de fin du monde puisqu'on est là pour en discuter, c'était en 1953, et les chercheurs ont remarqué que les adeptes de la secte, certains ont quitté la secte en voyant que c'était complètement n'importe quoi, cette prédiction de fin du monde, il n'y avait rien eu, mais d'autres ont cru encore plus et ils ont cru que c'était leur prière qui avait sauvé le monde. Donc on voit comment la croyance peut toujours subsister, alors que des scientifiques auraient dit non, mais là il y a un problème avec notre prédiction, avec notre théorie, nos hypothèses, il y a un gros problème, on a prédit la fin du monde, elle n'est pas arrivée, donc il faut tout revoir. Et le croyant, la croyante, fonctionne complètement à l'inverse, pour ne pas abandonner cette croyance, parce que ici, quand vous êtes là, si vous abandonnez la croyance, c'est très difficile de quitter une secte. Ça veut dire que tout ce que vous avez pensé pendant des années était faux, donc vous êtes fait avoir, vous êtes stupide. Pour reconnaître ça, c'est très difficile. Et en plus, vous faites partie d'un groupe, donc tous vos nouveaux amis, vous avez coupé les ponts avec l'extérieur. Des fois, les complotistes, avec leur propre famille, ça devient conflictuel, ils n'ont plus de rapport. Donc, vous n'avez plus d'autres amis que ce groupe-là. Donc, reconnaître que vous avez eu tort et que vous devez quitter les seuls amis que vous avez, c'est extrêmement difficile. Et ça, c'est comme toutes les sectes, c'est le même phénomène. Donc on a vraiment, moi je suis fasciné parce que j'ai remarqué ces phénomènes religieux sectaires cette année, en 2020, début 2021. Et on a la même chose avec les coronasceptiques, c'est ça qui est prodigieux, c'est qu'ils nous annoncent maintenant, moi depuis plusieurs mois, on m'annonce qu'il y aura des procès Covid. Il y a un avocat qui essaye de faire des procès, mais comme il n'a pas de preuves, moi c'est mon idée, c'est qu'il n'a aucune preuve, donc il n'y a pas de procès. Mais les complotistes m'ont dit, attention, demain, tu vas tomber de ta chaise, il y aura des complots, il y aura des procès aux États-Unis, en Europe, ça va arriver le 2 et le 3 juillet, donc j'ai eu des dates extrêmement précises. Et ensuite, je reviens, je dis, voilà, il ne s'est rien passé, qu'est-ce que tu en déduis? Et la personne, au lieu de se dire, oui, il faudrait que je révise un peu mes croyances et que j'arrête de croire les sites alternatifs, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, mais ça va venir d'ici la fin de l'année, dans 10 ans, etc. Donc, pour moi, c'est fascinant d'observer ces croyances complotistes. Alors, les autres études scientifiques ont essayé de voir qu'est-ce qui est lié aux croyances, aux théories du complot. Donc, j'ai mis corrélat, ça veut dire des causes possibles. Qu'est-ce qui est lié comme caractéristique sociale ou caractéristique psychologique, qu'est-ce qui est lié aux croyances, aux théories du complot. Et là, c'est des centaines d'études, comme je vous ai dit, et je résume ça un petit peu en 5 dimensions ou 3 familles de causes possibles du complotisme, pourquoi on a autant de croyances aux théories du complot. Et là, donc, dans mon livre, je mets toutes les références ici, je vous cite juste, mais de nouveau des choses qui sont prouvées par plusieurs études scientifiques. Je ne prends pas qu'il n'y a qu'une seule étude scientifique qui montre quelque chose, j'en parle pas parce que j'attends qu'il y en ait plusieurs qui montrent la même chose. Et première famille, c'est la dimension un peu sociale et politique. Ici, vous avez même le terme sociétal. Bon. Mais l'idée ici, c'est qu'on constate dans beaucoup d'études que quand même, en moyenne, de nouveau, c'est des statistiques, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Il y a des gens qui sont très éduqués, qui croient aux théories du complot, mais c'est plutôt des exceptions.
et peut-être les gens qui créent les théories du complot ont une certaine éducation, mais la plupart des gens qui y croient sur Internet, c'est des personnes en bas de l'échelle sociale, des gilets jaunes en France, des gens qui ont un faible niveau d'éducation, un plus faible salaire. Alors les jeunes plus que les adultes, ça c'est possible. Ça dépend aussi de la théorie du complot, évidemment, mais c'est en moyenne. Hein. En général, sur toutes les théories du complot, c'est plutôt les jeunes, sans doute parce qu'ils sont plus sur Internet. Hein. Ça, c'est bien possible. Une anomie plus forte, hein, c'est une méfiance envers les politiciens, incertains sur sa vie, etc. Et ça, c'est un mouvement plus ancien hein, que le complotisme des années 2000. C'est ce qu'on appelle l'anomie. C'est un peu, ça date de la montée des extrêmes politiques. En France, on dit qu'il y a de la montée des extrêmes depuis les années 60 ou 70 avec le Front National. C'est-à-dire des gens qui ne font plus confiance au gouvernement français et qui en plus pensent que le gouvernement français est piloté par le gouvernement européen ou par l'ONU. Hein, donc c'est vrai que le monde devient de plus en plus complexe avec la mondialisation et les gens développent ces sentiments d'impuissance et d'incertitude. Et ça remonte justement aux années 60-70 et il y a eu de plus en plus de votes pour les extrêmes politiques, hein, l'extrême droite surtout, mais aussi l'extrême gauche. Et ça, on le retrouve dans les études. Les gens qui croient plus aux théories du complot sont aux extrêmes et surtout à l'extrême droite plus qu'à l'extrême gauche. Et même au niveau des pays, on trouve des liens avec le coefficient Gini, c'est la différence entre les hauts et les bas salaires. Donc plus un pays est inégal au niveau des salaires, et plus vous aurez du complotisme. Et ça, finalement, c'est très logique, tout ça, hein, c'est-à-dire que la théorie du complot, c'est une croyance irrationnelle de revanche contre les élites, quand on accuse le gouvernement d'être des pédophiles satanistes ou de faire la promotion d'un vaccin qui est un poison, en fait, c'est un discours irrationnel, parce que ça repose sur aucune preuve scientifique ou suffisante. Ça pourrait être vrai si, bon, voilà, si on fait des enquêtes, hein, mais c'est très peu probable. Et c'est surtout une revanche, c'est de dire bah, pourquoi moi, j'ai une mauvaise position, pourquoi je suis pauvre, etc. Bah, parce que les élites maléfiques complotent contre le peuple. Donc on voit bien, hein, c'est lié d'ailleurs au populisme. Deuxième sous-dimension sociale, c'est justement plus au niveau horizontal, parce que là on est au niveau vertical hein, des relations de pouvoir entre le sommet et la base de la pyramide sociale. Ici on est plus à un niveau horizontal, on va accuser l'ennemi de comploter contre nous, ou une minorité qu'on n'aime pas comme les juifs ou les musulmans. Et ça, je vous l'ai dit, en période de guerre, il y a toujours, on va accuser la Russie, si on est aux États-Unis, on accuse la Russie de faire un programme nucléaire ou de cacher les armes, etc. C'est très pratique parce que vous accusez votre ennemi sans preuve suffisante. Il suffit d'avoir une photo floue et donc ça se fait très couramment entre les pays ou entre les groupes. Donc ça c'est un peu une autre forme de théorie du complot. On distingue parfois ces deux-là. Hein. Ici, on accuse les élites, le gouvernement. Ici, on accuse un autre groupe, que ce soit une minorité, etc. Donc c'est partiellement la même chose, l'extrême droite fait les deux, mais c'est aussi partiellement différent. L'extrême gauche ne croit qu'à ces théories du complot-là et pas à celles-ci. Ils n'accusent pas les juifs. Oh, quoi qu'il y a aussi quand même le complot juif à l'extrême gauche, quand on associe les capitalistes à certaines banques juives, etc. Parce qu'évidemment, les juifs font partie de toutes les couches sociales, donc il y a aussi des capitalistes juifs, il y a aussi des riches juifs, voilà, mais il y a aussi des pauvres, évidemment. Maintenant, au niveau psychologique, j'ai mis en rouge, il y a d'autres facteurs. Ça, c'est intéressant. Il y a des facteurs de personnalité. Hein, certaines personnalités croient plus que d'autres aux théories du complot, et c'est quand même des traits un peu pathologiques. Hein. Ces études auraient pu montrer parfaitement l'inverse. On pose la question aux gens, est-ce que vous croyez aux théories du complot, à celle-ci ou celle-là, et est-ce que vous vous méfiez des gens dans la rue, est-ce que quand il y a beaucoup de gens qui vous en veulent, etc. Ça, c'est des sentiments paranoïaques qu'on peut toutes et tous avoir hein, quand on passe dans la rue et que tout à coup un groupe de personnes se met à rire au moment où vous passez, vous allez avoir tendance à se dire est-ce qu'ils sont en train de se moquer de moi? Donc c'est quelque part normal qu'on ait ces sentiments-là. Mais de nouveau là, on n'a pas de preuves. Hein. Vous voyez le lien entre la paranoïa et les croyances aux théories du complot. Hein, c'est qu'il rit au moment où je passe, ça pourrait être qu'ils se moquent de moi, mais j'en sais rien, j'ai pas de preuves. Il faudrait aller leur demander est-ce que vous vous moquez de moi? Et il faudrait en plus qu'ils nous disent la vérité, parce que peut-être qu'ils l'ont fait, mais ils mentiront. Donc seule une enquête et des preuves pourraient nous l'apprendre. Mais on croit très vite, hein, c'est la même chose ici, c'est simplement à un niveau interpersonnel. Les gens ont des croyances bizarres, on verra, hein, c'est lié à toutes sortes de croyances en l'astrologie, en la télépathie, etc. Vous avez des gens plus anxieux qui croient aux théories du complot, les gens qui ont besoin aussi de se sentir uniques.
hein. Justement, ils ont une estime de soi négative, c'est-à-dire que c'est des gens justement en bas de l'échelle sociale. Si vous n'êtes pas bien, vous avez plus de problèmes physiques, vous avez plus de problèmes psychologiques. Et la théorie du complot vous permet, hein, de nouveau, ce côté religieux de secte, vous permet de vous dire, mais moi j'ai la vérité, moi j'ai le combat pour le bien contre le mal, et donc ça donne un sens à sa vie. Voilà, différents traits. Ici, narcissisme, hein, on a vu, les grands narcissiques pensent qu'ils ont raison et qu'il y a un gros complot contre eux, hein. On l'a vu avec Didier Raoult, justement, par exemple. Et peut-être cette dimension-là psychologique, qui est un peu différente, c'est peut-être la plus intéressante, parce qu'elle explique pourquoi tout le monde peut être attiré par ces données erratiques, pourquoi tout le monde peut être attiré par les croyances religieuses, les croyances paranormales et les croyances au complot. Et ça, c'est parce qu'on appelle les biais cognitifs ou cette pensée intuitive, hein, dont j'ai déjà parlé, et on va voir en détail qu'est-ce que c'est. Donc là, je vais peut-être parler plus de ça, parce que c'est moins évident que les autres points. Alors la troisième, avant de passer à ces biais cognitifs, la troisième cause possible, la troisième famille de causes, pourquoi il y a beaucoup de complotisme, c'est l'attrait narratif des théories et Internet, hein. Bien sûr, Internet fait que les rumeurs, elles atteignent des milliards de personnes au même moment. Avant, une rumeur, elle passait de personne à personne, il fallait se les oralement, et elle disparaissait. Maintenant, vous avez des milliards de personnes qui sont au courant de quand Trump tweet, vous avez tout de suite des millions ou des milliards de personnes qui sont au courant, et en plus, elles sont stockées indéfiniment, alors que les rumeurs en temps de guerre, par exemple, disparaissaient. Donc là, vous allez sur Internet, vous mettez complot pédophile des élites et vous allez trouver plein de choses et vous allez vous dire mais c'est pas possible, ça veut dire qu'il y a pas de fumée sans feu, de nouveau un faux raisonnement, et donc il doit y avoir un complot comme ça, parce que vous allez trouver des choses sur Biden, on accuse Hillary Clinton aussi, le Pizzagate, et on accuse même l'affaire du trou en Belgique, on a accusé aussi les politiciens de faire partie du réseau, hein. Donc vous allez trouver des pseudo-confirmations de vos croyances, bien sûr, sur Internet. L'attrait narratif, c'est plutôt le fait que dans les séries que vous écoutez, dans les films, il y a presque toujours des théories du complot, parce que c'est très intéressant comme scénario, hein. C'est le scénario idéal. Vous imaginez le héros du film qui voit la réalité autour de lui et qui pense que la réalité est comme ceci, et en fait, il découvre peu à peu, avec ces éléments bizarres, il découvre que la réalité est tout autre. Et un film comme The Matrix, hein, la Matrice ou Matrix, en français, c'est vraiment ça, c'est passionnant, parce que tout à coup, il découvre qu'il y a une autre réalité derrière la réalité visible. Et ça, au niveau scénaristique, hein, c'est vraiment l'idéal. C'est comme une enquête de police où vous découvrez que finalement, même ce que vous voyez est faux, hein. Donc c'est passionnant, et c'est pour ça qu'on trouve plein de théories du complot dans les films et dans les séries. Et d'ailleurs aussi des croyances paranormales, hein. Il y a beaucoup de fantômes, il y a beaucoup de télépathie dans les films parce que ça nous intéresse. Et ça, on peut l'expliquer aussi grâce à ces biais cognitifs, vous verrez. On est très vite dans les croyances paranormales ou complotistes à cause de notre façon de penser. Et c'est sans doute pour ça qu'on aime bien voir ça dans les films et qu'on se les partage sur Internet. Alors ces fameux biais cognitifs, qu'est-ce que c'est? Il y en a toute une série, je vais vous en présenter juste quelques-uns. C'est justement, par exemple, ce qu'on appelle le biais de conjonction. C'est le fait que quand vous observez une coïncidence, deux éléments qui apparaissent en même temps, on a tendance trop vite à penser qu'il y a un lien entre les deux événements et même un lien de causalité, hein. Et ça, quand on réfléchit dans la vie de tous les jours, ça se passe très souvent. C'est cette pensée un peu naïve, un peu intuitive. Imaginez, l'exemple que je donne toujours, c'est la pleine lune. Vous avez une insomnie, la nuit, vous vous levez et vous regardez par la fenêtre, vous voyez une magnifique pleine lune, la lumière qui rentre dans votre appartement ou votre maison. Donc c'est magnifique et on le remarque. Il suffit que ça arrive plusieurs fois, 3-4 fois, et vous allez vous dire non, c'est pas une coïncidence. Chaque fois que j'ai une insomnie, je vois cette pleine lune. Et vous allez très vite croire qu'il y a un lien entre la pleine lune et votre insomnie, et en plus un lien de causalité, c'est la pleine lune qui m'empêche de dormir. Et ça se fait très vite, il y a des études qui le montrent, hein. Les gens y croient à cause de ça. Alors qu'en fait, comme pour les complots, comme pour toutes les croyances, ça pourrait être vrai, mais il faut beaucoup plus de preuves. Ça, ce n'est pas des preuves suffisantes. Les scientifiques diront, mais ça ne suffit pas pour y croire. Pour y croire, pour un scientifique, il faut déjà, si on prend une seule personne, il faudrait déjà observer, non pas quelques nuits comme ça, mais des milliers de nuits. Et il ne faudrait pas seulement regarder quand on avait une insomnie et la pleine lune, il faut regarder quand on avait une insomnie et qu'il n'y avait pas de pleine lune. Et là, ça se remarque moins parce que vous ne voyez rien, il fait juste nuit. Donc, quand il fait nuit, vous ne dites pas « Ah, c'est magnifique cette absence de pleine lune », hein, alors que vous dites « Ah, c'est magnifique cette pleine lune ». Donc, on remarque beaucoup plus facilement une pleine lune qu'une absence de pleine lune. Et de la même façon, il faudrait compter le nombre de fois où on a bien dormi et il y avait la pleine lune.
Et comme on a bien dormi, on n'a pas remarqué non plus qu'il y avait la pleine lune. Ou quand on a bien dormi et qu'il n'y avait pas de pleine lune, donc il faudrait aussi compter tout ça. Il faudrait faire ça des milliers de fois, il faudrait prendre des milliers de personnes et faire une étude scientifique. Et quand on le fait, on trouve qu'il n'y a pas de lien entre la pleine lune et le sommeil. Ça, je peux vous donner les références dans mon livre, elles y sont. Donc voilà. Mais vous voyez comment une croyance fausse peut très vite, à partir de quelques cas, se mettre en place. Et on verra pourquoi ça existe, hein, cette tendance à interpréter des coïncidences en termes de causalité. C'était très utile dans le temps, hein, dans notre évolution d'espèce humaine, et maintenant, ça ne l'est plus. Dans le cas de la pandémie, vous avez entendu, la 5G vient de Chine, le virus vient de Chine, donc est-ce qu'il n'y a pas un lien entre les deux? Et ça, moi, je le lis régulièrement, même il y a une semaine ou deux, je l'ai vu sur Facebook, quelqu'un qui disait c'est quand même bizarre, hein, de nouveau, données erratiques, lien entre deux choses. Alors, pour vous montrer qu'à partir de coïncidences, on peut tout croire, de nouveau cette méthode des croyances qui n'a pas de limite, je vais vous montrer ici un petit film court, une petite vidéo humoristique, pour vous montrer qu'en fait on peut trouver des coïncidences étonnantes partout, et donc on peut trouver des complots partout, on peut trouver du paranormal partout si on cherche bien. Alors je vous montre ce petit extrait. Voilà, alors il y en a plein d'autres, ces petites vidéos, hein. Si vous tapez le complot Canal+ sur YouTube, vous allez en trouver plein d'autres. Voilà, alors je vois qu'il est déjà 1h25, donc j'ai beaucoup de choses à dire, hein, en 15-20 ans, c'est normal. Donc voilà, je vais aller vite. Il y a d'autres biais cognitifs ici qui expliquent pourquoi on est attiré par ces croyances. Donc vous voyez que, hein, et certaines, comme ici, le biais d'intentionnalité explique aussi pourquoi on a des croyances religieuses. Donc il y a beaucoup de ces biais cognitifs. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vais vous donner une référence. On va publier un livre là-dessus, sur vraiment que ces biais cognitifs qui nous amènent à toutes sortes de croyances. Donc voilà, mais il y en a d'autres, hein, pour les croyances conspirationnistes. Et juste pour dire d'où ça viendrait, ce système de pensée, on fait l'hypothèse en psychologie que en fait, ce système 1, donc cette forme de pensée rapide, intuitive, ces biais cognitifs, viendraient en fait du principe de survie, c'est-à-dire que c'était utile quand nous, êtres humains, étions des chasseurs-cueilleurs. Et on a été pendant des centaines de milliers d'années chasseurs-cueilleurs. Et c'est pour ça que ça explique que celles et ceux qui ont survécu avaient un cerveau particulier. Hein, c'est ça la sélection naturelle de la biologie, c'est que les animaux qui ont survécu se sont adaptés à l'environnement. Et là, notre cerveau a dû s'adapter à un environnement dangereux. Donc, on est très bon pour détecter des dangers, même si ces dangers n'existent pas. Et le complotisme, il y a un lien vraiment avec ça. Alors, on fait la différence entre ce système 1 de pensée qui serait rapide, intuitif et qui mène à des erreurs et qui est lié aux croyances, et un système 2 qui serait un peu ce qu'on apprend, la pensée scientifique, les maths, c'est lent, c'est coûteux, ça demande des efforts. Hein, quand on fait des maths, on a mal à la tête, on transpire. Donc ça, ce serait un système 2 qu'on apprend et qui est capable d'inhiber le système 1. Mais tout le monde aurait ce système 1, y compris Einstein, les scientifiques. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de croyances dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, c'est l'hypothèse qu'on fait en psychologie. Et il y a beaucoup d'études qui valident un peu cette hypothèse. Alors, pourquoi, et il y a ce livre, par exemple, hein, c'est Les deux vitesses de la pensée, le lièvre pour le système 1, la tortue pour le système 2, un prix Nobel d'économie, Daniel Kahneman, qui a effectivement commencé ses études sur les biais cognitifs. Et alors, ce système 1, le plus intéressant, hein, d'où il vient, parce que le système 2, c'est l'éducation, c'est la science qu'on a développée pendant des siècles. Le système 1, le principe est la survie. Par exemple, cette coïncidence dont j'ai parlé, hein, ici, coïncidence, corrélation, causalité, en fait, c'était utile pour nous, pour survivre. Imaginez un chasseur-cueilleur ou une chasseuse-cueilleuse qui est dans la forêt et qu'il ou elle entend un bruit dans son dos. Eh bien là, tout de suite, on va penser que ce n'est pas une coïncidence, qu'il y a un lien et que ce bruit, c'est un prédateur. Et que c'est le prédateur qui nous veut du mal. Et donc, on va avoir très peur et on va fuir, même sans vérifier. Et ça permet non pas de découvrir la vérité, puisque la plupart du temps, c'est le vent qui a fait ce bruit, ou c'est un animal qui n'était pas dangereux, ou c'est un être humain qui ne voulait pas du mal. Mais il suffit de quelques cas où c'était quelqu'un qui nous voulait du mal ou un prédateur pour que ça nous ait sauvé la vie. Donc nous, on est les descendants des gens qui ont eu la vie sauve, et donc c'est pour ça qu'on serait un peu parano et qu'on interprète très vite ces coïncidences comme des liens de causalité. Et ça a été utile, ça nous a sauvé la vie, mais maintenant ça ne sert plus à rien. Et d'ailleurs, c'est pas seulement des expériences de psychologie en laboratoire, vous pouvez le vivre.
Si vous allez la nuit dans une forêt, vous entendrez plein de bruit. Et moi, ça m'est arrivé, j'habite un village où je passe dans une petite forêt parfois en hiver et il n'y a pas de lumière. Donc, si j'ai oublié ma lampe de poche ou mon portable, ça m'est arrivé d'aller dans l'obscurité quasi complète. Et là, je vous dis que tout le monde a peur. C'est vraiment, on pense qu'il y a des trucs autour de nous. Et c'est vraiment nos biais cognitifs qui datent de cette évolution. Donc, c'est fascinant et passionnant de le ressentir aussi en soi-même. Et voilà, le principe était la survie. Et voilà comment on explique ces biais cognitifs. Et c'est lié à toutes sortes de fausses croyances, les stéréotypes, les croyances, etc. Alors, maintenant, je vais aller vite pour terminer sur ces théories du complot. Pourquoi on critique les théories du complot? Parce que finalement, certaines croyances, peu importe si ça peut rassurer des gens, par exemple les croyances sur la pleine lune, elles font de mal à personne, donc je ne vais pas critiquer, je ne vais pas prendre position contre. Mais le complotisme, il y a des conséquences politiques, les gens se détournent de la démocratie, ils pensent que derrière la démocratie, il y a une dictature, et ils pensent sans preuve suffisante, parce que si c'est vrai, c'est grave, mais si vous pensez ça, vous devez enquêter et trouver des preuves. Donc il y a des problèmes au niveau politique, il y a des problèmes au niveau scientifique, on croit moins aux vaccins, on croit moins au réchauffement climatique, et il y a des problèmes divers. Peut-être négation de la souffrance, quand une victime de tuerie, comme on l'a vu avec la photo des femmes brunes, quand on dit c'est une actrice, c'est une horrible violence contre la personne, parce que non seulement vous dites elle a perdu un proche, mais en plus vous dites mais qu'elle est en train de jouer un rôle, c'est monstrueux quelque part. Et peut-être le plus grave, c'est ici la post-vérité, ces sites d'information alternatives, et c'est ça qui va nous occuper à l'avenir, les faits alternatifs. On voit ça va jusqu'à ce qui s'est passé avec Trump et le Capitole. Les gens commencent à croire tout ce qui est écrit sur ces sites sans vérifier, sans se poser la question de la preuve. Et tout ce qui est écrit là, ils le croient. Moi, quand on m'annonçait que demain, il y aura Trump qui va arriver avec des preuves de fraude massive, je leur disais, mais vous l'avez lu quelque part? Il vous suffit de lire ça pour penser que c'est vrai. Donc ça, c'est assez inquiétant et fascinant. Les gens, vraiment, ils lisent quoi que ce soit et ils y croient. Et ça, c'est peut-être le défi le plus grand qu'on aura avec Internet et dans le futur. Mais on a des moyens de lutte, heureusement. J'ai dit, il y a 3 familles de causes, sociopolitiques, psychologiques et Internet. Donc on peut lutter dans ces 3 zones-là. Au niveau politique et social, on peut essayer de réduire les inégalités sociales, puisqu'on voit que le complotisme est lié, et le populisme aussi, et le vote pour les extrêmes droite et gauche aussi. Donc on peut essayer de réduire, parce qu'il y a effectivement des inégalités sociales assez fortes dans nos sociétés. Voilà. Au niveau psychologique, on peut faire comme vous faites vous maintenant, comme on fait ensemble, éducation scientifique, on regarde comment marche la science, on regarde comment sont nos biais cognitifs, donc on étudie un petit peu nos problèmes, ça c'est la pensée critique, donc ça c'est très utile. Et au niveau d'Internet, il y a une régulation qui se fait maintenant, les GAFAM, ils sont un peu obligés par les politiques, ils commencent à censurer certains contenus, ce qui est très bien parce que ce n'est pas une vraie censure, ces contenus conspirationnistes peuvent aller ailleurs sur Internet, mais ils ne doivent plus avoir une telle visibilité puisque tout le monde partage ça, et ça prenait des ampleurs vraiment beaucoup trop grandes. Alors, je vous disais, pour les biais cognitifs, si ça vous intéresse, on va publier un livre, normalement avec un dessinateur l'année prochaine, et donc il y aura des petits dessins comme ça, assez drôles. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à ma page Facebook ou LinkedIn, voilà, ou Twitter, et je ferai de la pub l'année prochaine. On va sortir ce livre avec ce dessinateur pour expliquer en fait les problèmes de certaines croyances. Alors, il y a beaucoup d'humour avec les théories du complot, heureusement, parce que parfois c'est grave. Il y a justement ce danger pour la démocratie, il y a ce racisme parfois, il y a beaucoup d'agressivité, donc l'humour fait du bien. Il y a des sites avec plein d'humour. Ici, voilà, mon super pouvoir nous dit ici... WTF, what the fuck, le super what the fuck, il nous dit mon super pouvoir est de transformer tout ce que je ne comprends pas dans une théorie du complot. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est possible. On peut inventer notre théorie du complot selon le mois de naissance, le niveau de batterie de notre téléphone et le jour de naissance. Et on a aussi ici le Gorafi qui nous dit, c'est un site satirique qui nous dit que toutes les théories du complot en fait sont le fruit d'un complot pour nous faire croire à ces théories du complot fausses. Donc on fait exprès, il y a des gens, c'est un méta-complot, il y a des gens qui complotent pour nous faire croire aux théories du complot. Voilà, vous avez aussi, ici j'aime bien, des scientifiques qui ont fait un défi technologique pour donner accès à Internet, et à Billy qui croit que la Terre est plate. Donc c'est un peu paradoxal, effectivement.
C'est là, j'aime bien aussi infirmer une théorie conspirationniste par une autre théorie conspirationniste. Donc ici, c'est la théorie du 11 septembre, le kérosène des avions, la température est trop basse pour faire fondre la structure des tours. Et là, il lui répond, mais les avions, c'est la théorie du complot des chemtrails. Les avions contiennent des produits chimiques répandus par les chemtrails et tu ne sais pas à quelle température ils brûlent. Donc voilà, ça c'est pas mal comme humoristique. Et ici, bon, ça c'est le mix de toute la méta-analyse de toutes les théories du complot sur la pandémie. Je vous enverrai les slides, vous pourrez lire ce petit texte ici. Donc, le Covid-19 n'existe pas, il a été fabriqué dans un laboratoire. Aussi, les théories du complot contradictoires, puisqu'on peut croire à une théorie du complot et son inverse, parce qu'on n'a pas de méthode et on se méfie de tout. Et voilà, en conclusion, j'ai critiqué les croyances, mais en fait, elles ont des fonctions. Elles ont une utilité psychologique et sociale, mais elles n'ont pas d'utilité pour découvrir la vérité. Même si elles prétendent, les croyances nous disent, voilà la vérité, voilà, il y a un complot, il y a la télépathie, ça existe, l'homéopathie, ça marche. Donc, elles prétendent à la vérité, mais leur méthode est mauvaise et franchement, on n'a pas intérêt à les croire. On doit se dire, bon, si elles ont raison, il faut des études scientifiques, il faut une enquête, parce que sinon, ça ne sert à rien d'y croire. Par contre, elle simplifie la complexité. En interprétant tout ce qu'on ne comprend pas par un complot, ça permet de trouver une cause, donner du sens, et ça permet de trouver un bouc émissaire. On va dire, c'est les méchants capitalistes, les méchants américains, les méchants israéliens pour les gens qui sont antisémites ou anti-Israël. Donc voilà. C'est une fonction psychologique très utile. Fonction sociale, on trouve un groupe, comme on l'a vu, et ça nous permet de faire des actions collectives, d'avoir l'impression d'exister, donc ça nous rassure quelque part. Dernière chose, vous avez peut-être vu passer, justement, je vous disais, je suis pas, on accuse les anticomplotistes de dire que c'est un terme inventé pour ceux qui vont pas dans le sens de la pensée unique, afin de décrédibiliser toute opposition éventuelle. Et je vous ai dit, grâce à cette distinction entre religion et science du complot, non, c'est pas ça. Et moi, j'ai répondu en faisant mon propre mème. Voilà, complotiste, c'est un terme utilisé contre des personnes portant de graves accusations sans preuve suffisante, non pas devant un tribunal, mais sur Internet. Et c'est juste pour le suggérer un peu de prudence, parce que peut-être que c'est vrai, mais voilà, en tout cas, on peut penser que c'est sûrement pas vrai. Et attendez la fin de l'enquête et du procès avant d'affirmer l'existence du complot. Voilà, je vous remercie de votre attention, même si j'ai été un peu long. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, je réponds volontiers à vos questions. Alors, merci beaucoup. Donc, effectivement, s'il vous plaît, l'information est passionnante, ta conférence est passionnante. Merci, vraiment merci beaucoup d'avoir pris le temps d'expliquer aux élèves le principe. Alors, je vais retirer juste, c'est pas bien, mais le principe du complotisme. Alors, il y a un élève au début de la conférence qui me dit, mais monsieur, je vois pas le rapport avec la sociologie. Du coup, merci de m'avoir posé cette question parce que du coup, il y a plein de rapports. Tu as abordé plein de concepts qu'on pourra nous revoir en cours. Et surtout, merci parce que ça va développer ce fameux esprit critique. Et tu es enseignant aussi, tu vois bien que nos élèves, et alors peut-être plus les adolescents, je ne sais pas, mais sont très impactés par ces théories. Moi, j'ai toujours en tête, tu as repris l'exemple de Charlie Hebdo. J'étais effaré en tant qu'enseignant, dès le lendemain des attentats, le nombre d'élèves qui, face à moi, croyaient aux théories du complot. La fameuse voiture, cette image, il y avait cette image qui circulait, la voiture en fait qui avait été prise au Brésil, etc. Donc vraiment merci d'avoir pris de ton temps pour évoquer tout ça. Alors il y a probablement des questions. Il y a aussi deux personnes externes. Cécile, est-ce que toi tu veux poser une question? Je ne sais pas si tu es en ligne avec nous ou pas. Donc Cécile Guinaudot, qui est une enseignante aussi en sciences économiques et sociales, Madame Teller aussi, proviseure de notre lycée. Donc si vous voulez avant les élèves poser des questions, je ne sais pas, ou sinon on va poser avec les élèves. Moi, bonjour, bonjour, donc proviseure adjointe du lycée. Moi, je voulais vraiment vous remercier, Monsieur Wagner-Egerd, pour cette conférence. C'était vraiment passionnant. Et ça nous montre à quel point l'être humain, il est parfois, on peut être assis sur nos certitudes, se dire que nous, on ne dévie jamais sur ces théories complotistes.
Mais dans tout ce que vous avez évoqué, surtout dans le contexte de pandémie duquel on sort, il y a tellement eu de doutes, d'incertitudes, une rupture par rapport aux habitudes avec ce confinement. Je pense qu'on a tous eu voilà, des doutes, des questionnements qui pouvaient glisser doucement voilà, sur ces théories-là, qui pouvaient être séduisantes, qui pouvaient être rassurantes. Et je vous remercie vraiment voilà, pour votre conférence. J'ai trouvé ça passionnant. Je n'ai pas de questions. Je vais laisser les élèves vous en poser. Merci encore. Merci à vous pour votre écoute. Cécile, je ne sais pas si tu es avec nous ou si tu veux poser une question. Je suis avec vous. Moi aussi, je vous remercie. Vraiment, c'était très intéressant. Après, c'est vrai qu'en tant qu'enseignante, il y a des moments où j'aurais aimé avoir tous les développements là qu'on a vu passer un petit peu plus rapidement à la fin. Donc, je pense que je vais lire votre livre, et notamment sur les biais cognitifs. Moi, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Donc, merci, parce que je pense que ça va me donner des perspectives pour la suite. Et je n'ai pas de questions. D'accord. Merci à vous. Loïc? Oui, voilà. Oui. C'est à toi. Oui, je suis là. Oui, je suis là. Donc, alors, les élèves, c'est rare, je pense, parce qu'ils me disent, monsieur, c'était trop bien et c'était trop bien expliqué. Donc, vous avez fait, tu as fait un buzz. Non, ça a très bien marché. Je ne sais pas si c'est un buzz. Ils sont tous. Non, mais c'est vrai, c'est assez rare de capter l'attention. Alors, à part un ou deux, j'ai pas eu besoin de beaucoup intervenir. Alors, ça y est. Alors, je coupe le micro juste pour prendre la question et je te la répète. D'accord. Oui, quand il n'y a pas de question, on ne sait jamais si c'est parce que les gens n'ont rien compris ou parce qu'on a été très clair. Donc, Non, vous avez été très clair. J'espère. Moi aussi, je vais lire votre livre. Hein. Je suis désolée, ma caméra ne fonctionne pas sur Meet. Donc pas de souci. On voit quand même votre visage en photo. Oui, alors dans le livre, je prends le temps de mieux expliquer. Puis vous avez aussi les références des articles. On peut aller voir aussi les originaux. La question de l'élève doit être longue. Voilà, il y a peut-être plusieurs questions. Ouais. Alors, juste pour mieux m'exprimer par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on a tous en nous la tentation, selon le moment de fragilité dans notre vie, d'aller peut-être vers ces théories-là. Et votre conférence, je suis contente parce qu'elle appelle les élèves à beaucoup de vigilance par rapport à tout ce qu'on peut lire et par rapport à cette tentation-là. Ah oui, c'est fascinant parce que moi-même, je les connais par cœur parce qu'au début, j'ai été confronté d'abord à Loose Change, le documentaire conspirationniste sur le 11 septembre. Et bien sûr, je me disais, ah, mais c'est bizarre, tous ces éléments bizarres. Et après, j'ai trouvé des explications pour chaque élément. Alors, n'étant pas physicien ou ingénieur, je ne pouvais pas savoir qui avait raison, mais au moins, je voyais qu'il y avait une explication officielle qui tenait la route, autant bien que l'explication complotiste. Donc, on revient un peu, puis après, on voit que toutes les théories du complot sont basées sur cette même logique des données erratiques, et là on devient de plus en plus sceptique en fait, mais même maintenant que je suis très sceptique envers ces théories du complot, je vois quand même toujours mon cerveau, exactement comme la nuit quand j'ai peur dans la forêt, je vois mon cerveau attiré. Donc il y avait je vais mettre à la fin de ma conférence, il y a des vidéos, des liens avec certaines vidéos, et il y a eu un documentaire sur W9 auquel j'ai participé. Alors le documentaire, la qualité n'est pas très bonne, mais par contre ce qui est bien, c'est qu'ils ont pris une dizaine de théories du complot complètement différentes et ils listent d'abord les données bizarres de ces fameuses données erratiques, et chaque fois, même moi je connais par cœur le mouvement, mais chaque fois je me dis, mais oui, c'est bizarre quand même, c'est dit, la mort de Michael Jackson, c'est bizarre parce qu'il y a un bonhomme louche là, et qui c'est ça, et on voit très bien notre cerveau attiré par ces éléments bizarres, et après il nous donne les explications, et on voit de nouveau, exactement comme pour toutes les théories du complot, on se dit, ah ben non, c'est pas bizarre, mais on a cru d'abord, hein, comme les gilets pare-balles, on a cru que c'était bizarre, parce que ça semblait bizarre, parce qu'on n'avait pas la bonne explication, et une fois qu'on a l'explication, elle nous paraît évidente. Il n'y a plus du tout de bizarrerie. Mais on voit très bien comment notre cerveau, même le mien qui est pourtant immunisé contre ces croyances, on voit très bien qu'il va dans le sens d'interpréter ça comme ça. Donc c'est justement fascinant de voir à l'œuvre, parce que c'est vrai que c'est des études scientifiques, nous, qu'on fait, et on interroge des gens, mais on ne sait jamais si c'est un problème, c'est quelque chose qu'on a vu que dans notre laboratoire. Mais quand on ressent soi-même la même chose, on se dit, bah oui, il y a quand même une base réelle dans ce qu'on... Alors, les questions arrivent. Donc, la première question, c'est
c'est un élève qui se demande comment tu fais pour entretenir des relations avec les complotistes finalement, parce qu'il a l'air surpris parce qu'ils t'écrivent, mais est-ce que c'est des gens qui t'écrivent librement? Est-ce que c'est toi qui vas les chercher? Voilà. Première question, sur quel lien ou comment tu entretiens ce lien avec les complotistes? Parce que tu nous as montré des mails qui t'envoyaient. Oui, tout à fait. Alors ça, au départ, c'est eux qui m'ont contacté. D'abord, c'était quand je parlais du 11 septembre dans les médias, il y a des associations qui veulent réouvrir l'enquête. Voilà, mais on ne peut pas réouvrir une enquête si on n'a pas de nouvelles preuves. Donc en fait, ils n'ont pas de nouvelles preuves d'un complot, parce que si le 11 septembre c'était un complot, hein, il y a plein de bons arguments, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui étaient dans l'organisation du complot. Donc qu'aucun de ces milliers de personnes ne puisse parler ou ne puisse donner des documents, comme dans le cas du tabac, après 20 ans, ça devient vraiment très peu probable que ce soit un complot. Hein. On ne peut pas l'exclure complètement, mais ça devient tellement improbable que ça ne sert plus à rien d'y croire. Et donc ces gens, ils veulent quand même y croire, et maintenant les associations diminuent parce que plus le temps passe et plus ça va, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de complot. En fait, c'est ce qui est en train de se passer, hein, sauf revirement de dernière minute. Et donc je recevais des mails de ces personnes qui voulaient argumenter et qui voulaient m'enrôler dans leurs associations, parce qu'évidemment d'avoir quelqu'un qui est à l'université, ça leur donne du crédit. Et moi, j'étais prêt à discuter, c'est-à-dire donnez-moi des preuves, convainquez-moi, mais justement, j'ai vu ces raisonnements non irrationnels et j'ai été en fait convaincu du contraire. Hein. Donc, plus je discutais avec eux et moins j'étais convaincu, mais ça m'a permis de développer tous ces arguments sur le science, religion du complot, la différence entre les vrais complots, les faux complots. Donc, tout ça, c'était très utile, ces discussions. Et ça me donne tout le temps des illustrations, parce que nous, nos études, par exemple, la mentalité complotiste, on fait un questionnaire, on pose des questions aux gens. Croyez-vous à la Terre plate, à la mission Apollo, que c'est un complot, etc. Et ensuite, on observe que des corrélations, c'est-à-dire que les gens qui ont tendance à croire à l'une ont tendance à croire aux autres, mais c'est un peu du big data, c'est-à-dire c'est des gens qui ont répondu au questionnaire sur Internet, ailleurs. Donc on ne sait jamais si nos résultats sont bons ou mauvais. Et là, sur Internet, je parle avec quelqu'un du 11 septembre et il me dit, mais l'homéopathie, ça marche, le complot, il y a pas seulement le 11 septembre, mais il y a aussi le complot du climat, et je vois très bien à l'œuvre, j'ai des illustrations, si vous voulez, des études scientifiques. Ça, c'est très important, parce que les illustrations ne suffiraient pas pour faire de la science. Hein. De nouveau, les cas, les anecdotes, les cas concrets ne font pas de la science, mais d'avoir des études scientifiques et des cas concrets, c'est l'idéal, parce ça veut dire que c'est à la fois des expériences contrôlées en laboratoire qui nous montrent une chose, et aussi des exemples concrets qui, dans la vie de tous les jours, ça se passe bel et bien comme ça. Donc ça, c'est vraiment le scénario idéal. Et alors après, oui, les dialogues, hein, surtout en période de pandémie, ça vire vite aux conflits, aux insultes. Voilà, moi, ça me dérange pas, j'aime bien. Enfin, c'est un peu un jeu. Alors bon, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je vais discuter avec eux d'abord. Alors maintenant, moi, je vais aussi chez eux, et eux viennent aussi chez moi. Mais je dirais, pour moi, il y a plein de raisons de le faire. C'est-à-dire qu'à la fois, j'observe ce qu'ils pensent et je leur donne des arguments et je regarde quel est leur raisonnement. Ça, c'est passionnant. C'est comme le font les ethnologues, hein, les anthropologues. Ils vont, et on appelle ça l'observation participante. Vous allez observer une communauté et vous parlez avec elle pour connaître leurs croyances. Alors bon, moi, j'ai pas un point de vue. L'anthropologue, il a un point de vue plus neutre, c'est-à-dire il devrait être beaucoup plus mesuré. Moi, je critique les théories du complot à cause de l'aspect citoyen, c'est-à-dire je vois qu'il y a un danger pour la démocratie, donc je vais et je critique. Mais si j'étais un vrai anthropologue, je leur poserais juste des questions et je leur dirais mais pourquoi vous pensez ça, etc., ce qui serait l'idéal. Et si le complotisme n'était pas un danger, c'est ce que je ferais. Hein. Vraiment, je suspendrais mon jugement et je leur dirais mais quelle est votre preuve, pourquoi vous croyez ça, etc. Même si, l'anthropologue, il garde sa propre idée, hein, mais il essaye de la mettre entre parenthèses. Voilà, mais il y a aussi le citoyen. Moi, je suis inquiet de voir ça, et donc maintenant, les scientifiques doivent aller sur Internet, doivent donner leurs avis, et ça permettra aussi de contrer tous ces fake news et ces théories du complot. Hein, si les scientifiques vont discuter, donc je le fais aussi pour ça. Et nous, on est payé aussi, l'université, on est payé par le contribuable, donc c'est normal aussi de redonner mes théories, même si elles sont fausses, même si elles sont critiquables. Il y en a qui me traitent de débile, de crétin, enfin, je reçois mon lot d'insultes, comme les politiciens et politiciennes. Hein, ça, c'est du harcèlement que malheureusement Internet a encouragé, mais ça existait déjà. Il y a des gens qui ont beaucoup de temps, hein, c'est les mêmes qui sont sur Internet, et ils écrivent aux politiciens, politiciennes, femmes le plus souvent, pour les insulter.
et dire tout le mal qu'ils pensent d'eux ou d'elles. Donc voilà, j'ai beaucoup de conflits, mais même ça m'amuse un peu. C'est-à-dire, je réponds toujours sur le même ton. Au départ, je réponds sur des arguments et je suis très poli. Et si quelqu'un me dit c'est un con ou comme ça, j'aime bien répondre sur le même ton, les mêmes insultes, mais avec un peu plus d'esprit. Donc j'essaye aussi de faire ça un peu un jeu en citant Pierre Desproges ou en prenant des humoristes pour essayer de faire un débat amusant, même si c'est dans les insultes. Et je remarque aussi que les insultes, elles viennent aussi quand il n'y a plus d'arguments sur le fond. Hein. Ça, c'est intéressant aussi. Quand on ne peut plus argumenter, on commence à insulter la personne en disant que voilà. Donc voilà, j'aime bien et je parle. Alors, il y a beaucoup de conflits. J'ai quand même bloqué, je pense, entre 20 et 30 personnes sur Facebook. Ça se passe beaucoup sur Facebook parce qu'on peut faire des longues tartines et moi, je réponds toujours très en détail. Ça prend du temps, mais voilà, moi, j'aime bien ça parce que. Et ça permet de préciser ma pensée aussi parce que des fois, il y a des bonnes objections, par exemple, sur l'accident de laboratoire. Je me suis rendu compte, effectivement, il faut faire une différence entre, c'est pas une vraie théorie du complot, et il y a des éléments qui penchent en faveur d'un accident de laboratoire. Alors, il faut vraiment une enquête. Là, je suis d'accord pour dire que tout le monde dit qu'il faudrait une enquête, que l'enquête n'est pas possible. Alors, ce que je dis, c'est qu'en attendant l'enquête, on peut rien croire, et ça, c'est pas confortable. Les gens ont envie de croire à quelque chose, et le scientifique, il doit suspendre son jugement, il doit dire je ne crois pas tant que j'ai pas de preuves. Donc moi, c'est ma position, même s'il y a des indices qui voudraient dire qu'il y aurait peut-être eu un accident de laboratoire à Wuhan, tant qu'on n'a pas les preuves formelles définitives, l'esprit scientifique, en tout cas, n'y croit pas. Voilà, donc vraiment, c'est parfois un peu énervant, c'est parfois un peu désespérant parce qu'on répète toujours les mêmes choses. Les gens, il y a cette pensée naïve qui est très forte. Hein. Sur Internet, on voit les gens qui disent « Oh, mais regardez, en Suède, ils ont fait ça et ça marche très bien. » Mais un scientifique, pour comparer deux pays, il faudrait contrôler tous les facteurs de différence entre les deux pays. Ça prendrait des mois et des années de recherche si vous voulez comparer la Suède et la France. Il faut faire une étude scientifique en contrôlant toutes sortes de variables, parce qu'entre la France et la Suède, vous avez des voies de communication différentes, vous avez des systèmes de santé différents, des façons de compter les victimes différents. Donc, vous ne pouvez pas comparer en fait deux pays. Et vous avez vu sur Internet, tout le monde le fait. Donc, voyez, ça, c'est vraiment cette pensée naïve. Alors, il va rester 6 minutes et je te donne les 3 questions oui. Parce que du coup, les questions vraiment arrivent. Premièrement, est-ce que parmi les complotistes, tu as vu des gens qui étaient revenus sur leur conviction? C'est-à-dire, ce que demande l'élève, est-ce que c'est réversible? Est-ce que tu as vu des complotistes qui se sont dit, bah oui, finalement, c'est de la théorie du complot et je me suis trompé? Deuxième question, est-ce que, alors, je ne sais pas si tu peux le dire, mais est-ce que tu as le droit de donner le nom des complotistes ou alors est-ce que les complotistes systématiquement cachent leur identité? Et troisième question qui est plus large, peut-être que moi je pourrais répondre ce que tu m'avais déjà répondu, mais tu peux peut-être, c'est quel est ton parcours de formation? Quelles sont les études que tu as faites et quel a été ton sujet de recherche lorsque tu as fait ta thèse? Oui, alors, très bonne question. Bon, si je commence par la dernière, donc ma formation, c'est d'abord, j'avais une formation scientifique et ensuite, j'ai voulu faire ingénieur, mais voilà, la théorie me plaisait, mais pas la pratique. Et donc après, j'ai choisi la psychologie parce que les études sont vraiment intéressantes parce que vous avez à la fois des choses scientifiques, statistiques, méthodologie, puisqu'on utilise cette méthode scientifique expérimentale en psychologie aussi comme en médecine. Hein. On crée 2 groupes, un groupe contrôle et on regarde si on fait croire le groupe expérimental à une théorie du complot et pas le groupe contrôle, qu'est-ce qu'il y aura comme différence entre les 2 groupes. Donc on essaye vraiment ça. Donc il y a cet aspect scientifique et il y a des cours de psychophysiologie du cerveau, donc il y a aussi l'aspect un peu médical. Donc voilà comment j'ai été amené à faire des études en psychologie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi sociologie, anthropologie, et on pouvait prendre des cours. Psychologie sociale, c'est entre la psychologie, si on veut, et la sociologie, l'anthropologie. Donc voilà comment j'ai fait ces études de psychologie, un doctorat ensuite en psychologie sociale. Et après, j'ai trouvé du travail finalement à l'université, mais je dirais qu'il y a des postes de recherche aussi à l'extérieur. Il y a beaucoup de hautes écoles dans le domaine social, dans le domaine pédagogique, où on fait de plus en plus de recherches du même type que celle que je fais par questionnaire et avec des statistiques. Donc, voilà un petit peu mon parcours.
La question, est-ce qu'on peut donner le nom des complotistes? Alors, il y en a beaucoup, effectivement, parce qu'ils sont un petit peu parano, donc ils vont se cacher derrière des pseudonymes. Et effectivement, hein, puisqu'ils croient qu'il y a une dictature, ils croient que c'est dangereux pour eux de s'exprimer. Moi, je dirais qu'en général, je cache leur nom, comme celui qu'on a vu, l'extrait qu'on a vu, parce que, bon, c'est un peu... Mais de toute façon, on peut voir le statut. Hein, s'ils ont mis en statut public, théoriquement, sur Facebook, ça veut dire que tout le monde peut le voir. Donc voilà, moi, je dirais que dès le moment où ils ont mis ça en public, on pourrait mettre leur nom et ils ne peuvent pas nous attaquer comme calomnie, puisqu'en plus on met leurs propos. Donc voilà, hein, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et puis la première question, c'était à propos de, j'ai oublié. Est-ce que c'est réversible? Ah oui, réversible, oui, très bonne question. Alors, on voit que les croyances, et je n'ai pas parlé du biais de confirmation, mais le biais de confirmation, on l'a toutes et tous, de nouveau, même les scientifiques, c'est le fait qu'on a toujours tendance à en vouloir confirmer nos hypothèses, croyances et théories. Et on fait tout pour ça, et il y a plein d'études scientifiques. Dans le passé, on va modifier notre mémoire, c'est-à-dire quand on a une nouvelle information, on va mieux se rappeler des informations dans notre mémoire qui sont en rapport avec cette nouvelle information, donc avec nos croyances. Hein. Nos croyances influencent ce qu'on perçoit. Si on a deux articles scientifiques de même qualité, un qui va dans le sens de nos opinions et l'autre pas, on va trouver que celui qui va dans le sens de nos croyances est plus solide méthodologiquement, même si ce n'est pas vrai. Et même dans le futur, on va chercher des informations. Quand on croit à quelque chose, on cherche toujours des informations sur ce quelque chose. Et ça, les scientifiques aussi ont ce biais. Mais la méthode scientifique permet justement de le diminuer. Et donc, c'est très difficile. Et un complotiste extrême, vous ne pouvez plus le faire changer d'avis. C'est-à-dire qu'il va vous dire, mais si vous essayez de dire que ce complot est faux, c'est que vous faites partie du complot. Donc moi, on m'a dit souvent, vous êtes en mission commandée, vous faites partie du gouvernement, etc. Ce qui est bien sûr faux, mais pour conserver le complot, on peut m'associer à quelqu'un qui dit ça et ça. Toutes les croyances extrêmes peuvent devenir comme ça. Par exemple, la religion extrême, le créationnisme extrême. Les gens pensent que Dieu a créé le monde il y a 10 000 ans. Si on leur dit, mais il y a des fossiles de dinosaures qui datent de millions ou de milliards d'années, et eux vont dire, mais c'est Satan qui a mis ces fossiles-là pour nous faire croire que... Donc là, vous ne pouvez plus rien faire. Hein. Là, c'est fini. À partir d'un certain stade, vous ne pouvez plus faire changer d'avis quelqu'un. Par contre, les cas de déconversion qu'on a, puisqu'il s'agit vraiment d'une déconversion religieuse, hein, ça arrive comme la sortie des sectes. C'est rare, c'est très difficile de sortir d'une secte, mais ça arrive quand même. Et les cas que je connais par rapport au complotisme, c'est souvent l'épreuve de la réalité. C'est tout à coup, ces gens se retrouvent aux urgences, intubés, et ils sont entre la vie et la mort, et ils se rendent compte que ce qu'ils disaient, que c'était une grippette, que c'était pas dangereux, et que c'était que les vieux qui meurent, ils se rendent compte que c'est faux. Mais il faut, de nouveau, cette pensée naïve, intuitive, a besoin de preuves, mais non pas de preuves scientifiques, de preuves directes sur soi-même, ce qui est un peu regrettable, mais finalement, tous les êtres humains fonctionnent un peu de cette manière. Hein. J'ai des fois envie de dire, avec le réchauffement climatique, tant qu'une tornade n'a pas pris notre toit de la maison pour l'emporter, on va un petit peu s'en ficher de l'écologie. Et le jour où vous avez votre maison qui est détruite, là, tout le monde devient très écologiste. Hein. C'est quelque part malheureux, mais c'est très humain au fond. Donc voilà, il y a très peu de cas de déconversion, et c'est comme une déconversion religieuse, évidemment pour les plus extrêmes. Hein. Pour les modérés, je pense que toutes les discussions, tout l'esprit critique, tout ça, ça marche bien pour les modérés. Mais pour les extrêmes, voilà, ça devient impossible. Le lien avec, le biais cognitif et le lien avec les sectes, effectivement, ou l'extrémisme est très intéressant. Tu y fais souvent référence. Est-ce que tu as souvent vu des gens complotistes, ou alors est-ce qu'il y a une corrélation, causalité, je ne sais pas, mais entre éventuellement secte et théorie du complot? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas de lien ou d'études scientifiques directes. On remarque plutôt que les sectes ont des théories du complot, parce que forcément, quand la secte, elle dit on détient la vérité, et en même temps, elle va dire mais l'extérieur vous veut du mal. Alors ça, j'ai déjà vu plutôt des propos d'un gourou, par exemple, qui disait, pour recruter ses adeptes, qui disait mais vous, et c'était de nouveau ces personnes défavorisées qui ont eu des problèmes dans la vie, donc exactement ce qu'on trouve dans le complotisme, hein, c'est des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans la vie. Il leur disait, mais en réalité, vous êtes un génie, c'est-à-dire un enfant, il y a des termes justement pseudo-scientifiques pour dire un enfant... le terme m'échappe, mais indigo. Voilà, vous êtes un surdoué à la naissance, et c'est l'environnement qui vous a créé tous ces problèmes. C'est pas vous, c'est votre famille, c'est la société qui est mauvaise, c'est les élites. Hein, voilà. Donc on va utiliser cette théorie du complot pour dire aux gens, maintenant, moi je vais vous
permettre de trouver la solution. Et vous voyez que c'est un discours qui va plaire énormément. Donc on a bien sûr cet aspect dans les sectes. Il y aura, on va dire aussi que le monde extérieur complote parce qu'ils savent que la secte a raison et ils veulent nous détruire parce qu'on a la vérité et parce qu'on gêne les méchants. Donc la théorie du complot est quand même très visible dans les sectes. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'études parce que c'est très difficile d'interroger des gens qui sont dans une secte. Par définition, ils vont se méfier de tout ce qui est officiel et de l'université. Ils vont avoir tendance à ne pas répondre à des enquêtes. Donc nous, on ne peut pas tellement les toucher, mais peut-être les gens qui observent les sectes ou qui analysent un peu les sectes pourraient trouver encore plein de convergences. Mais là, oui, effectivement, et les extrémistes aussi, l'extrémisme musulman, on va utiliser le complot américano-sioniste. On va dire, regardez dans le monde, les Américains et Israël veulent dominer toute la planète et ils créent de faux attentats terroristes partout en Europe pour faire croire que c'est les musulmans qui ont fait des attentats terroristes et pour venir nous attaquer. Donc ça, c'est vraiment la théorie du complot qu'ils utilisent pour recruter et pour se radicaliser. Alors peut-être une dernière question pour te laisser tranquille. Ensuite, donc il y a une élève qui demande si il y a finalement des profils psychologiques prédisposés finalement à la croyance de la théorie du complot. Oui, alors c'est ces éléments, j'ai passé vite dans ce slide sur les causes psychologiques. C'était un petit peu, je peux vous remontrer, parce qu'il y en a toute une liste, effectivement. C'est un petit peu ces différentes choses. Donc, c'est des types de personnalités qui sont anxieux. Donc ça, c'est un peu paradoxal parce que finalement, les gens qui sont déjà anxieux croient à des théories du complot qui sont anxiogènes parce que de penser que le gouvernement vous veut du mal, c'est un peu anxiogène. Donc si je reviens ici, c'était ces facteurs de personnalité, ils sont là. C'est ce que j'ai appelé psychopathologique, mais j'aurais pu dire personnalité. C'est justement un certain narcissisme. Les gens qui pensent que leur opinion vaut plus que celle des autres pensent avoir la vérité et ils peuvent penser au complot. Machiavélisme, les gens qui pensent qu'en politique, les gens sont toujours en train de tricher, qu'il y a de la fraude, qu'il y a des mauvaises intentions, ils pensent qu'il y a plus de théories du complot. Et ça, c'est intéressant, c'est même un mécanisme de projection parce qu'on a l'impression que aussi pour eux, ils ont cette vision paranoïaque que les autres leur en veulent, que les autres ont des mauvaises intentions. Donc c'est comme s'ils projetaient leur propre vision du monde sur tout le monde entier. Et ça, il y a une étude d'ailleurs, c'est une seule étude, donc j'en parle pas souvent, mais elle est excellente parce qu'elle montre que plus on pense que les complots existent et plus on participerait nous-mêmes, on pense qu'on participerait à ces complots. Donc vous voyez qu'il y a vraiment ce mécanisme de projection de la personnalité qui est vraiment intéressant. Estime de soi négative, c'est les gens justement qui pensent ne pas valoir grand-chose et ça leur donne justement l'impression de valoir quelque chose avec cette théorie du complot parce qu'on connaît la vérité et on est mieux que les autres. Donc oui, il y a ces quelques éléments de personnalité, je dirais. Merci beaucoup. Alors, dernière, et alors là, c'est moi, je réagis juste à une remarque que tu as faite. Tu disais que les complotistes, lorsqu'ils attaquaient notamment les politiques, on attaquait plus facilement des personnages féminins. Est-ce que là aussi, il y a un lien ou pas Alors là, je parlais plus généralement du harcèlement sur Internet. C'est plutôt ça, c'est plutôt les harceleurs. On trouve des liens dans certaines études entre le racisme, le sexisme et les théories du complot. Alors certaines théories du complot, c'est plutôt les théories du complot qui accusent les minorités. Parce que ça, c'est lié vraiment à l'extrême droite politique. Si vous êtes à l'extrême droite politique, vous êtes plus raciste, vous êtes plus sexiste et vous accusez les minorités de tous les maux. Donc les musulmans, les juifs, les LGBT. Il y a aussi des théories du complot. On a utilisé une fois ça pour dire la théorie du complot, c'est que les LGBT veulent saper la société chrétienne, blanche, catholique, etc. Donc c'est une théorie du complot aussi, évidemment, parce qu'il n'y a pas de volonté des LGBT de s'unir et de renverser les autres. C'est juste une évolution de la société normale, quelque part. Donc voilà, on a clairement ce lien, je dirais, oui. Bon, on va te laisser. Un grand merci pour le temps passé et pour ton temps sur ce thème. Il y a même des élèves qui sont encore là alors qu'ils doivent aller déjeuner, mais on va s'arrêter. Je crois qu'on lira tous ton ouvrage. Tant mieux. Et puis peut-être, si à un moment on arrive à te faire venir, ce qui est un peu de temps, je crois qu'on sera très content. Cécile a un dernier mot peut-être.
Oui, non, en fait, je me suis posé, mais laisse les élèves partir, hein. Ça m'est venu là. Mais en fait, est-ce que il y a des études sur les gens justement qui sont censés être formés à la méthode scientifique? Parce qu'en fait, l'autre jour, je discutais avec mon mari qui est chercheur, d'un de ses collègues, donc qui est chercheur en mathématiques, donc qui est censé quand même être justement formé à qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est qu'aboutir à des conclusions solides. Et donc on parlait, donc il croit effectivement, etc., Didier Raoult. Est-ce qu'il y a des études spécifiques sur les gens qui, justement, parce que vous disiez tout à l'heure que le niveau d'éducation pouvait influencer la probabilité de croire dans certaines théories du complot, est-ce qu'il y a des études spécifiques sur des gens qui, justement, ont un haut niveau d'éducation, qui sont censés être armés, mais qui quand même y croient? Alors non, justement, peu d'études, puisque nous, on fait des études sur les grands nombres, hein, on pose des questions à tout le monde. Effectivement, il faudrait cibler un peu ces populations, parce que c'est intéressant, mais là aussi, statistiquement, c'est normal, comme les scientifiques ont, comme les autres, tous ces biais cognitifs et ces attirances pour des croyances bizarres, hein, style Newton et l'alchimie, donc c'est pas étonnant, il y a toujours des scientifiques, maintenant c'est Hubert Montagnier qui était prix Nobel et qui commence à défendre la mémoire de l'eau et l'homéopathie, hein, sans aucune preuve, donc on a plein d'exemples de scientifiques qui sont embarqués dans ces phénomènes de croyance. Donc, on l'explique avec ces fameux biais cognitifs, ça ne nous surprend pas, mais c'est vrai qu'il devrait y avoir un conflit plus grand chez eux entre leur système 1 et le système 2. Hein. Donc, c'est assez effectivement fascinant de voir que même les scientifiques peuvent tomber justement dans des rails. Et ça nous montre que finalement, ce qui peut être de vérité dans la recherche scientifique, c'est vraiment un effort collectif. Hein. Ce n'est pas du tout justement un individu narcissique comme Raoult qui peut trouver la vérité. C'est vraiment, si c'est ce qu'il a pensé est confirmé par les autres, alors ce sera une vérité scientifique. Et ça nous amène à plus de modestie. Moi, je fais toujours la comparaison entre Raoult et son narcissisme de dire je suis l'élite, et ça contraste complètement avec les grands scientifiques qui ont des prix Nobel. En Suisse, on en a eu 3 récemment, ces dernières années, et tous les 3 sont complètement modestes. Ils remercient leur équipe, ils remercient leurs adversaires, parce que sans eux, ils n'auraient pas découvert ce qu'ils ont découvert. Donc voilà, on a des gens infiniment plus modestes, et heureusement en majorité dans les sciences. Mais quelque part, c'est une leçon d'humilité. On se dit même, chez les gens éduqués, il y en a certains qui commencent à croire n'importe quoi. Alors là, c'est vraiment que leur intelligence, qui est indubitable, mais elle est complètement au service de l'idéologie. Et ça, je l'ai remarqué, j'ai discuté avec des amis mathématiciens qui avaient fait des études, mais qui avaient ce côté, j'en ai pas parlé, mais c'est un des biais cognitifs que j'identifie dans mon livre, c'est le biais d'asymétrie cognitive, c'est-à-dire qu'ils sont ultra critiques, paranoïaques avec la version officielle, mais ils sont ultra croyants religieusement avec la théorie du complot. Donc là, il y a un problème, c'est qu'ils n'appliquent pas leur esprit critique, hein, ni dans un cas ni dans l'autre. Ils sont trop critiques d'un côté et pas assez de l'autre. Et ça, voilà, c'est un défaut qu'on peut retrouver même chez les scientifiques. Merci beaucoup. Mais du coup, on finit là-dessus. Tu penses que justement le scientifique est censé mettre de côté toutes ces prénotions? Tu prends on prend toujours cet exemple du, je sais pas moi, du chercheur historien ou je ne sais quel chercheur en sociologie qui est persuadé qui est intimement persuadé que les femmes sont moins fortes que les garçons en mathématiques. Mais quand il doit faire son étude, je sais pas, en sociologie, il va réussir à prouver statistiquement que les filles réussissent mieux en mathématiques. Tu penses que ça paraît complexe de se défaire de cette prénotion quand tu es un chercheur, quand même, même s'il faut le faire, sinon la démarche, elle est remise en cause, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus faire confiance à une étude ou seulement les études d'un chercheur, parce que ces préconceptions pourraient influencer tout ce qu'il fait, tout ce qu'il trouve, et même frauder, hein, parce qu'il y a des fraudes scientifiques. Donc c'est pour ça qu'il faut répliquer indépendamment et faire ces méta-analyses, et c'est ça qu'on a comme, c'est la moins, moi je dis, c'est la moins mauvaise méthode pour connaître la vérité ou pour même s'éloigner de l'erreur, parce qu'on peut dire qu'une vérité n'est jamais définitive, sauf, bon, en science, on a quand même des vérités qui sont quasi définitives. Quand on dit l'évolution des espèces, hein, on ne voit pas comment ça pourrait être une fois remis en question avec toutes les preuves qu'on a, ou la forme de la Terre, hein, évidemment, là, on n'y croit plus. Donc, il y a quand même des vérités, mais les théories actuelles, c'est des hypothèses. Donc, en fait, on s'éloigne de l'erreur, et il n'y a que cette méthode-là qui marche. Et on voit bien, effectivement, qu'un scientifique peut dire absolument tout et n'importe quoi, et tant mieux quelque part. C'est pour ça qu'il faudra toujours
contrôler nos croyances ou nos théories ou nos hypothèses, ça doit être répliqué par tout le monde. Et c'est pour ça qu'on fait ces efforts méthodologiques dans un article scientifique. Tout doit être dit en fait, c'est le but, hein, c'est que les autres puissent répliquer notre étude. Donc voilà, et ça montre comme ça que la méthode scientifique, on l'a inventée pour justement contrer ces biais cognitifs. Et tu parlais de la formation de l'esprit scientifique. Il y a ce livre de Gaston Bachelard que j'adore, La formation de l'esprit scientifique, et lui, il ne parlait pas de biais cognitifs à l'époque parce que ça n'existait pas, mais il parle d'obstacles épistémologiques, qu'on est toutes et tous attirés par certaines idées, comme l'alchimie par exemple, il l'était à l'époque, et comment le savant doit justement contrer ses propres biais. Mais c'est plutôt la communauté scientifique, et c'est l'aspect social de la science et l'aspect empirique qui vont contrebalancer nos propres intuitions et notre tendance à vouloir toujours confirmer ce qu'on pense. Alors, merci beaucoup. On va s'arrêter là. On a dépassé l'horaire prévu. Je pense avec plaisir. Avec ton autorisation, on diffusera la vidéo pour ceux qui le souhaitent. J'espère vraiment que tu pourras venir nous visiter à Lisbonne. On sera très heureux de t'accueillir. Bonne journée. Oui, volontiers. Merci, pareillement. Merci beaucoup.